J'aimerais bien éventuellement voir si je peux me qualifier pour les championnats du monde. Ouais. J'ai commencé la natation à 11 ans. Ça, j'ai un record à 2,28 au marathon aussi, mais j'avais un peu explosé, donc je vais essayer de faire moins de 2,25 cette année. Je suis aussi guide sur Coupe du Monde en paratriathlon avec Maxime Gaillet, donc, qui est un athlète malvoyant et qui vient de rentrer sur les listes là, pour l'année 2025. Donc moi aussi, je vais rentrer sur la liste mystérielle. Bon, je rentre un peu tard, à 33 ans. Au moins, alors en début d'année, au moins 3 mois minimum. Il y aura des Coupes du Monde en Italie. Il y aura toujours Besançon, qui est la seule étape de Coupe du Monde en France. Il me semble, et voilà, une ou deux autres en Espagne, Portugal aussi, je pense. Salut à tous, Cyril Blanchard pour vous accompagner tout au long de ce podcast avec Valentin Rouvier. Notez bien ce nom, Valentin Rouvier, qui est un athlète de haut niveau, qui pratique avec ses chiens de nombreuses disciplines, canicross, canitrail, cani-VTT. Il a des titres nationaux et même des médailles internationales. Mais en plus, lorsqu'il se laisse ses chiens à la maison, il s'occupe de lui. Il est sportif élite. Malheureusement, c'est pas son activité professionnelle. Il aimerait bien, mais il peut pas. C'est pas si simple que ça, la vie de sportif de haut niveau. Il a été champion de France de triathlon longue distance. Rien que ça. Et il accompagne un athlète aussi au JO 2028 à Los Angeles, donc un athlète malvoyant. Donc je vous laisse entre les mains de Valentin, un athlète vraiment très polyvalent, incroyable. Il vous partage notamment un tips impressionnant sur les clés pour favoriser la récupération avec un planning aussi chargé. Je pense qu'il y a de la crédibilité. N'hésitez pas à me donner votre avis, à partager. Et ce podcast, n'oubliez pas que c'est moi qui le finance. Si vous voulez en savoir plus, Cyril Blanchard sur la préparation mentale. Hop, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, je vous laisse entre les mains de Valentin. Très bon épisode. Et bah ici, il n'y a pas de réseau. Par contre, il y a des bonnes vibrations, il y a des bonnes ondes, il y a la neige, encore un petit peu. Merci Valentin de m'accueillir. Merci à toi de t'être proposé pour venir me rencontrer. Ouais, mais moi je suis ravi, vraiment, parce que c'est Damien qui nous met en relation, qui est Damien de Giron, notre super trailer, et puis il a eu l'occasion de faire quelques entraînements avec toi, et puis il m'a dit, mais tu connais le triathlète là, qui est dans notre Jura? Je suis triathlète. Romain Guillaume? Non. Il a été champion de France. Ah bon? Alors moi, avec ma culture médiatique du monde du trail, du triathlon, je suis nul. Par contre, j'aime bien la pratique et puis on va pouvoir partager la tienne. Pourquoi ici on capte pas? Tu peux décrire un petit peu où est-ce qu'on est, ce que c'est chez toi, pour ceux qui vont juste écouter, et ceux qui verront sur YouTube verront que l'espace dans lequel on est, mais si on regarde dehors, ouais, c'est beau. Bien sûr, alors... Du coup, j'habite dans le Jura, en fait, plus particulièrement sur la commune des Moussières, qui est à environ 1200 mètres d'altitude. Donc le Jura est connu pour une région plutôt froide, et nous avons pas mal de neige en ce moment, même si de temps en temps ça fond un petit peu. Mais voilà, on est un peu dans la forêt, dans les montagnes du Jura. Et ça permet de pouvoir se balader dans la neige, de faire des petites sorties en traîneau, de pouvoir faire pas mal de ski nordique. Et d'être un peu isolé à la campagne. C'est une volonté d'être isolé, ou c'est plus par rapport à ta pratique sportive? Et on va en parler parce que ta pratique, elle est très diverse et variée, mais tu préfères le monde ou tu préfères être isolé? Alors j'aime bien l'entre-deux, c'est-à-dire pouvoir m'entraîner avec des connaissances, ça fait toujours plaisir, mais aussi se retrouver un peu seul face à soi-même, c'est certains moments que j'aime à privilégier. Ouais. Tu m'autoriseras à revenir à nouveau, cette fois-ci peut-être plus pour s'entraîner? Oui, bien sûr. Si on vient ici pour s'entraîner, on fait quoi alors avec toi? Alors là, dans les montagnes en ce moment, donc nous sommes fin décembre, je vais plus faire du traîneau avec mes chiens, donc je fais des balades en traîneau, sachant que j'ai une race de chiens de course. Je fais aussi beaucoup de canicross, cani-VTT, principalement, voilà, un petit peu de trottinette de temps en temps, et du kart quand c'est du sport multi-chien. Là, par exemple, cet hiver, je vais faire des courses de traîneau, notamment la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui sera au mois de janvier sur Megève. Et sinon, après, je continue mes entraînements en tant que triathlète, parce que moi, à la base, je suis quand même un triathlète. Donc, j'ai ma petite salle de sport chez moi. Quand je peux pas courir dans la neige ou qu'il y a trop de verglas, j'ai mon tapis de course, j'ai mon entraîneur qui voit un peu la sueur tout au long de la journée depuis de nombreuses années. Et voilà, après sinon je vais nager à la piscine d'Oyonnax, qui est quand même à 45 minutes de route, donc faut que je trouve régulièrement la volonté d'y aller et d'aller me mettre à l'eau même en hiver. Et on a fait le tour?
Principalement dans les grandes lignes, oui. Après, étant donné que voilà, je suis en montagne, il y a les pistes de ski nordique, je pratique aussi un petit peu le skating à mes heures perdues, avec un petit peu les chiens aussi en ski jogging quand je peux. Ouais. Et Damien, c'est là que tu l'as connu en fait, que vous êtes croisé avec Damien Imbert? Alors Damien, on s'est croisé à un mariage cet été d'une connaissance en commun qui fait aussi du sport. Et on a bien sympathisé à ce mariage-là, et après on a fait quelques sorties en trail ensemble. Donc tu fais aussi un petit peu de course à pied, ça va de fait en tant que triathlète, mais hors sentier, quoi, pas que sur de la route, quoi. Ouais, c'est ça. Étant donné que je fais du canicross, je m'entraîne aussi bien sûr. En trail. Ici, c'est quand même à côté de chez moi, c'est que majoritairement du trail. Donc oui, dès que je m'entraîne en footing, c'est toujours du trail. Ouais. Tu préfères courir sur route ou courir sur... On va dire qu'en compétition, je préfère courir sur route, mais à l'entraînement, je préfère courir dans la nature. D'accord. Bon, on va parler peut-être des blessures, tout ça, parce que courir sur route, je sais pas pourquoi, le mot de blessure me vient en tête. Mais en fait, quand on fait tous ces sports, toute cette pratique, tiens, je vais te poser la question comme ça, finalement. Est-ce que t'as une conviction par rapport à ta durabilité dans tes sports, dans ta pratique sportive, et notamment par rapport à la blessure, justement? Est-ce que faire tout ça, cette variété de jongler entre les disciplines, c'est quelque chose qui contribue à ton équilibre et qui contribue à moins de blessures? Ou pas du tout? Alors oui, j'en ai la conviction que s'entraîner sur différents sports et éviter au maximum, par exemple, les chocs de la course à pied sur route, ça participe au fait de moins se blesser. L'entraînement croisé chez les coureurs à pied est très connu. C'est pour ça qu'ils ont tendance à faire beaucoup de vélo. Moi aussi, c'est plus que d'un aspect physique, c'est l'aspect mental qui est important. J'arrive à l'aube de mes 33 ans. Et je fais du sport, j'ai envie de dire un peu de haut niveau, mais du sport avec pas mal d'heures toutes les semaines depuis l'âge de 18 ans. Et ça commence à engranger quand même. J'aime à penser que je vais essayer de continuer à être performant, même passé 35-36 ans. Donc on verra comment ça se passe. Mais oui, le fait d'être polyvalent, on va dire, et d'être multidiscipline m'aide à mettre dans cette longévité du sport. Ouais. Entraînement croisé, plus de durabilité, peut-être en tout cas dans ton cas, moins de blessures. Est-ce que tu as une grosse blessure quand même que tu as eue dans ta carrière depuis 18 ans? Alors attention, je dis carrière quand même parce que t'as dit quoi, petit sport élite ou un truc dans le genre, j'ai pas bien noté. Oui, c'est quoi, c'est un syndrome d'imposteur que tu nous fais là? Non, mais on va dire que j'aime bien me dire que je suis un sportif amateur, semi-pro, mais pas vraiment semi-pro parce que j'ai toujours été un peu à la frontière de l'équipe de France. Et je suis resté dans l'aspect amateur, étant donné que j'ai toujours travaillé à côté et que j'ai choisi le fait de ne pas me détacher à temps plein et d'avoir ce background en financier derrière qui est le salaire qui tombe tous les mois. Ouais, alors c'est comme j'ai la chance de côtoyer pas mal de sportifs de haut niveau et de très haut niveau, mais dans des sports très méconnus, ils disent la même chose que toi. Voilà. Ton plus beau palmarès, rappelle-nous. Plus beau palmarès, ça va être champion de France en 2017 en triathlon longue distance. Ouais. C'est on va dire ma course mémorable. Après, à quel endroit c'était? C'était à Dijon. À Dijon. Ouais. Et après, plus récemment, j'ai fait 10e au 70.3 d'Italie. Et pour donner un titre de comparaison, j'ai à peu près exactement les mêmes données que quand j'étais champion de France en 2017. Ouais. Donc c'est juste pour donner une indication sur la progressivité du sport et la densité qui a évolué depuis 7 ans. Ouais. Dans le triathlon. Voilà. Et au niveau national comme au niveau international, même encore fortiori au niveau international, quand tu parles de Alpha Ironman, ces formats-là, là, tu es avec les meilleurs mondiaux, quoi. Exactement. Tiens, si je reviens quand même sur un truc, puisque tu parlais d'entraînement croisé, et notamment par rapport à l'aspect mental. C'est vrai que si on est parfois monosport, toi, c'est dans ton scope de dire je fais d'autres sports à côté, ou sports croisés, que ce soit entraînement ou même compétition, pour ne pas avoir une fracture mentale, une rupture mentale. C'est quoi l'idée derrière ça? Oui, c'est un peu ça. Après, moi, je fonctionne beaucoup aussi en termes d'objectifs. Ouais.
Et les objectifs changent en fonction de la période de l'année. Ouais. Donc là, on est plus en hiver. J'ai 14 chiens à entraîner avec lesquels je cours en compétition. Et du coup, là, en ce moment, ça va plus être l'objectif avec les chiens. Entraînement canicross, entraînement cani-VTT, entraînement traîneau. En parallèle, je maintiens du coup une activité natation. J'essaie de me fixer à 2 fois par semaine. Mais ce qui est peu par rapport à d'autres triathlètes pros qui s'entraînent 5 fois par semaine en natation. Donc voilà, moi j'oriente mes entraînements en fonction de mes objectifs à court et moyen terme. Et par exemple en hiver, les chiens sont un peu plus, en été, les chiens sont un peu plus au repos. Et là, je privilégie moi beaucoup de vélo par exemple parce que la météo en est plus propice, donc je vais faire plus de vélo en été. Et puis en même temps que tu dis ça, je suis en train pas m'imaginer, mais de me remémorer ces belles routes là, en vélo, c'est quand même juste génial. Toi qui viens de la Rochelle et au Jura, quand même, qu'est-ce que t'en penses au niveau du vélo, quoi? Cyclo. C'est le monde et la nuit, enfin complètement différent entre l'environnement de la Rochelle et l'environnement du Haut-Jura. Ici, le Haut-Jura, il n'y a rien de mieux, je trouve, pour s'entraîner à vélo. C'est de la moyenne montagne. Ouais. C'est pas des gros pourcentages. On est toujours aux alentours de 5, 6, 7% maximum. Donc, on roule toujours à plus de 15, 16 km/h. Voilà, on n'est pas collé comme dans un col dans les Alpes. Les moyennes restent, quand on roule convenablement, à 29, 30 km/h sans souci. Et c'est très varié. On peut faire du plat, on peut faire que du dénivelé si on veut. Voilà, c'est l'idéal. Les routes sont le bitume est dans une bonne qualité parce que mine de rien les routes sont bien entretenues avec l'hiver, avec les déneigeuses et tout ça. Dès que c'est un petit peu endommagé, ils n'hésitent pas à remettre de l'argent et à refaire les routes. Donc non, c'est l'idéal pour rouler dans le coin. Le seul petit souci, c'est qu'on sait que décembre, janvier, février, il fait froid et on évite d'aller rouler parce qu'on peut vite se casser la gueule sur une plaque de verglas ou des choses comme ça. Là, pour le coup, quand je suis venu entre la Pesse et puis ici, il y avait un cycliste qui était là. Bon, les températures sont généreuses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas une bonne nouvelle parce que la neige qui est tombée, tout refond. C'est en train de refondre. Donc c'est ça un peu la limite du Jura en ce moment avec le réchauffement. C'est que l'hiver, il est très aléatoire en fait. Ouais, on le subit à plein pot. On va prendre d'un coup 20 cm de neige, mais après, il suffit que 3 jours derrière, il pleuve. Il y a tout qui refond 3 jours derrière. C'est ce qui explique d'ailleurs d'ailleurs, on va te faire un coup de pub pour toi. C'était pas l'idée en venant ici, mais après tout, on va pas s'en priver parce que tu disais que tu es amateur, on va dire semi-pro. Moi, je dirais quand même que tu es un sportif élite, malgré tout, dans la pratique et même dans les résultats. Vous l'avez bien noté, Valentin, champion de France de longue distance en 2017. On pourrait dire aussi un peu ton palmarès en canicross parce que j'imagine que tu as des victoires. J'ai cru voir des podiums sur ton Instagram. J'ai été champion de France en canicross en 2022. Alors la Fédé refuse que je m'aligne sur la même année à la fois en canicross, à la fois en cani-VTT. Donc c'est en train d'évoluer. Mais du coup, j'ai pas pu faire les deux sur plusieurs années à la suite. Mais j'ai été 3e en cani-VTT l'année dernière. Bon, c'était une course un peu atypique avec beaucoup de boue. Et quand tu viens du triathlon, la boue, tu la connais pas trop. Mais sinon, après, en plus de ça, là, je suis double champion de France de cani-trail. Donc le cani-trail, ça va être des distances aux alentours des 16-17 km. Ah, c'est plus long qu'un canicross, du coup, c'est ça? Ouais, canicross, c'est plus du 5-6 km. Donc des courses très très intenses à souvent plus de 20 à l'heure de moyenne. Donc par exemple, j'ai été 3e au championnat d'Europe en 2022 en canicross et j'ai fait un 4 km en 2,32 de moyenne. Combien? 2,32. C'est qui le plus fatigué à la fin? C'est toi ou les chiens? On est tous les deux autant fatigués entre le chien qui bave de partout et nous aussi. C'est impressionnant. C'est une discipline sans doute que ceux qui nous écoutent connaissent peut-être pas, en tout cas peut-être pas vu. Moi, je l'ai juste aperçu par des vidéos. D'ailleurs, je suis désolé pour lui, mais je ne saurais pas le nommer. Il y a un gars qui est assez connu dans ce domaine. Anthony Lemoigne. Anthony Lemoigne, voilà, je connais son photographe. Salut Benjamin au passage. Et quand il m'a fait découvrir Anthony, lui c'est un bel athlète, mais alors ces chiens, comment ils sont généreux, comment ils se donnent, j'imagine que toi c'est pareil, t'as une relation qui doit être... je reviens justement sur ce que j'allais dire, la parenthèse heureuse de ton activité aussi, puisque pour vivre de ton sport, t'as une activité à côté de gîte. Et aussi de service entre guillemets, les gens qui viennent ici, ils peuvent faire du canicross du coup. Alors non, ils vont faire quoi? Ils font de la découverte en chien de traîneau.
Alors, les gens dans les gîtes, ils viennent principalement pour faire un peu des activités outdoor. Après, oui, voilà, en hiver, je propose des balades en traîneau. Ouais. Après, l'été, ça peut être un petit peu de cani-rando, mais voilà, les chiens, ils font très peu de choses, ou sinon, j'ai juste du kart. Donc, le kart, c'est l'équivalent du traîneau, mais sur roue, en fait, en été, quand il n'y a pas de neige. Ils tractent pas, là. Si, les chiens. Ils tractent quand même. Ouais, les chiens, j'en mets je mets 12 chiens par exemple, qui tractent un kart. Bon, le kart avec 3 personnes dedans, on fait quasiment 500 kilos. D'accord. Mais voilà, j'ai 12 chiens qui peuvent tracter un kart de 500 kilos sur des petites sorties de 20-30 minutes. C'est moins lourd du coup, c'est ça, non, par rapport à ce que tu fais l'hiver pour le chien, il y a moins de sollicitations, non, c'est moins dur. Alors, l'hiver, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile. Le traîneau est beaucoup plus léger. Hein. Le traîneau, ça fait un traîneau de portage, donc pour mettre des gens dedans, c'est un tour de 25 kilos. D'accord. Alors qu'un kart, ça fait quasiment 200 kilos. Ah oui. Mais tu mets plus de chiens. Ouais, voilà, c'est ça. Je mets plus de chiens sur un kart pour avoir plus de puissance. Ouais. Quand on met plus de chiens sur un attelage, c'est juste pour avoir plus de puissance, mais on va pas forcément plus vite. C'est surtout la puissance en côte qui va être importante. Et si on diminue le nombre de chiens, bah voilà, il y a moins de puissance, mais on peut potentiellement être plus rapide dans les descentes, par exemple. Alors, je saurais pourquoi, parce que ce podcast n'est pas sponsorisé par... Non, je fais jamais de pub sur ce podcast, mais je fais de la pub pour toi. Et comment il s'appelle le gîte alors ? Alors, le gîte s'appelle Refuge sous la Joux. Ouais. Sous la Joux, c'est le lieu-dit en fait, et sur la commune des Moussières, donc dans le Haut-Jura. La Joux, J-O-U-X. C'est ça. La Joux. Et c'est www.quoi ? Alors, c'est grand-gîte-jura.com, le site internet. Le seul et l'unique, grandgitejura.com. Voilà, Grand Gîte Jura. Ok, donc si on veut venir ici, on peut jusqu'à combien de personnes ? Alors j'ai 2 gîtes de 12 personnes, donc potentiellement jusqu'à 24. Voilà, donc pour faire des cousinades, des grandes festivités en famille, tranquille, hein, le Jura c'est tranquille, hein. Si vous voulez faire des trucs entre jeunes pour faire les fous, non, on n'est pas là, non, là c'est trop tranquille, c'est pépère, hein, voilà, on évite la musique, moi j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. Ouais. Pourtant on pourrait se dire faire une bonne révision, on dérange personne, non, là sont les gendarmes, ils veillent, tout se sait ici, le voisinage, on voit tout, il y a tout, donc pas de rêve dans le Jura, ni de trucs pour enterrer les vies de garçons et tout ça, non, pas ici, vous allez en ville pour faire ça. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter d'autre d'ailleurs sur ton plaisir d'être ici, tu vois, c'est quoi ton plaisir quand tu te réveilles, quand tu t'endors? Est-ce que c'est de regarder l'intérieur de ta maison, enfin ton chalet, ton gîte, c'est de regarder tes chiens, c'est de regarder dehors, c'est quoi le truc? Ouais, j'aime bien faire mon petit feu dans le poêle quand il fait froid. Le feu dans le poêle. Voilà. J'aime bien regarder les étoiles le soir parce que du coup il n'y a aucune pollution impressionnant ça. Visuelle. On voit toutes les étoiles, dès qu'il n'y a pas un nuage, on voit tout comme si on était le plus près possible. Ouais. Donc ça j'adore. Et puis voilà, les couchers de soleil au loin, au-dessus de la forêt, même les levées de soleil, les couleurs un peu rosées le matin, surtout quand il y a de la neige. Je fais un petit peu de drone aussi, j'aime bien faire du drone au-dessus des forêts, etc. Ouais. Et voilà, après être tout seul, tranquille, quand je pars faire mes footings, je pars de la maison, je peux prendre 3-4 chiens avec moi, je me fais pas emmerder dans les parcs parce que vous avez pas vos chiens en laisse, etc. Oui, non, mes chiens, ils sont là pour courir, j'ai pas envie de les tenir en laisse, quoi. Ouais, avec les chasseurs ça va? Avec les chasseurs ça va. Ouais, ça va, il y a un bel écosystème et puis voilà, les gens sont plutôt en paix entre eux, donc... Tant mieux, ça fait plaisir, ça fait même du bien, quoi. Et je pense à ma fille qui dit d'ailleurs, ah là là, dans le Jura, c'est trop beau. Et il y a 2-3 clichés, tu vois. Donc c'est la neige, les sapins, il suffit juste de voir ton Instagram pour voir la dernière petite photo vidéo que t'as mise avec le drone, et puis le petit feu qui crépite. Ça c'est c'est les clichés, mais c'est tellement ça, quoi. C'est des choses simples, quoi. T'es heureux? C'est vrai. Très heureux avec ma femme et mon fils qui a maintenant 2 ans et demi. Ouais, il est né ici, du coup. Alors on est quand même, donc sur le Jura, et le Jura, nous on est relié à la maternité de Lons-le-Saunier, donc il y a quand même 1h15 de route. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'Oyonnax c'est le 0, hein. Tu peux pas aller à Oyonnax. Non, je peux pas aller à Oyonnax. Ah oui, non, il y a une frontière entre le 0 et le 39. C'est pas le même département, ils veulent pas. Ah non, tu files à Lons, il y a une petite trotte quand même. Ouais. Et il est né l'été? L'été, ouais. L'été en pleine canicule. Ok, c'est quand même mieux pour y aller que l'hiver, là. Ouais. J'ai une pensée, tu sais pourquoi, mes pneus?
Ouais. On dira pas là, je suis vraiment le gros citadin qui est arrivé. T'as dit, tu te fiches de moi quand on s'est vu pour la première fois. C'est incroyable. Enfin, bref, je raconte ça. Si vous voulez savoir, ce sera en privé ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis là parce que, il y a Damien, comme je le disais, hein, qui nous a connectés et finalement, je comprends même pas qu'on sait pas scoper tous les deux tellement, alors oui, j'ai 50 ans, t'en as 33, mais quand même, quoi, le triathlon, la longue distance, tu m'avais scopé, toi? Alors de nom, j'avais vu que tu réalisais certains stages dans le Jura, justement sur le long du lac de Vouglans, mais uniquement ça. Juste ça. Ouais. D'accord, c'est quand même marrant, quoi. Alors que c'est la petite anecdote. Donc justement, j'organise un stage. Ah non, Belsin, franchement, c'est joli aussi. Ouais, c'est joli. Belsin. Je vais nager de temps en temps, mais je me fais arrêter par les gendarmes. Cet été, je me suis fait arrêter par les gendarmes qui venaient en bateau parce que j'avais pas le droit de nager au milieu du lac. Parce que t'avais pas de bouée ou parce que t'avais tout simplement pas le droit de nager? Non, pas de bouée et pas le droit de nager aussi. Trop dangereux, ouais. Ils partaient du principe qu'il y avait trop de bateaux navigables. Ouais, t'as des ans, ouais. Ça m'est pas encore arrivé. Par quelle température de l'eau, t'attends qu'elle soit à quelle température pour nager, toi, sans combi ou avec combi? Bon, avec combi, des 16, je peux y aller. 16 degrés. Non, moi non. Ouais, en dessous, non. Après, quand j'ai les mains et la tête qui brûlent, j'aime pas ça. Je préfère aller en piscine. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Tu peux te ficher de moi sur les pneus, comme ça, moi, je peux me ficher de toi sur la température de l'eau. Non, et puis je sais que après, je peux vite tomber malade et j'ai pas envie de tomber malade. Ah, ok. Ouais. Bah non, mais l'eau froide, c'est plutôt. Non, tu renforces ton système immunitaire, a priori. Ouais, mais à partir du moment où j'essayais, genre dès 20 degrés, moi, je l'ai fait depuis que 3 ans que je suis dans le Jura. Dès 20 degrés, j'attendais, donc je nage beaucoup au lac de l'Amoura en été. Et en fait, dès 20 degrés, je me dis, allez, c'est bon. Pendant 10-15 minutes, ça va. Après, je commence à avoir froid. Et au final, je me rends compte très souvent, ça m'est arrivé quasiment tous les étés. Dès le lendemain, je suis pas bien. Le lendemain, je suis pas bien, je suis malade. J'ai mal à la gorge. Et voilà, je trouve que ça arrive très vite d'être malade. Donc, je préfère soit ne pas y aller, soit systématiquement, je mets la combi. L'Amoura? Ouais, lac de l'Amoura. Il est pas très grand, le lac, hein. Il fait 250 mètres en longueur. Ouais. Donc ça me fait 500 mètres. Ouais, c'est toujours plus grand qu'un bassin de piscine, quand même. T'as une belle glisse, hein. Je t'ai vu nager tout à l'heure. Alors oui, justement, j'ai cette particularité de nager en glisse. Ouais. Et justement, c'est une particularité, mais c'est aussi un défaut. Ouais. Et j'ai du mal à augmenter de rythme, à augmenter ma fréquence. Voilà. Ouais. Tiens, allez, on va démarrer avec ça le podcast, parce que là, on était un peu dans l'entrée en matière. C'est toujours un peu long avec moi, les entrées en matière, mais si on parle de triathlon, là, puis on va revenir après sur la genèse, hein, pourquoi tu t'es mis au triathlon, mais là, on va parler un peu de glisse, tiens. Moi, j'aime bien faire travailler mes athlètes sur la glisse. Alors, pas pour... T'en as dit la limite, tout à fait. C'est quand on fait un départ d'entrée, faut mettre plutôt de la fréquence, la cadence, monter en cardio, et du coup, la glisse... Mais je trouve que ça permet de capter plein de sensations quand on nage, et puis de se la raconter un petit peu, genre en mode je nage comme, j'allais dire comme Fabien Gillot, c'est ma génération, enfin non, tant pour moi, lui c'est pas ma génération, enfin, allez on va dire Stéphane Caron par exemple de ma génération, mais là aujourd'hui on a des super athlètes avec des super glisses. Pourquoi avoir une bonne glisse à la nage, c'est pas forcément le top, le mieux pour un triathlon, que ce soit un format court ou un format comme le tien, les formats longue distance? Alors, je pense principalement, c'est que dès qu'on veut augmenter de rythme, en fait, on a du mal. Moi, j'ai du mal. Je suis très bon nageur sur 1500 jusqu'à 3008 pour le format Ironman. Ouais. Mais j'ai couru pas mal d'années en première division nationale aussi, avec le club de La Rochelle. Ouais. Et en première division, quand tu vois que ça fait entonnoir à la bouée, et la bouée, elle est à 200 mètres, ça veut dire qu'il faut arriver le plus vite possible à la bouée. Et là, tout le monde qui nage en 2 minutes le 200, moi, j'arrivais pas à nager 2 minutes le 200. Donc, ça fait embouteillage. Et après, en fait, on perd énormément de temps parce qu'il y a embouteillage à la bouée. Ouais. Sur les formats sprint, quoi, les formats sur le circuit. Sur le circuit de première division, qui maintenant, depuis cette année, c'est appelé Lindals Pro, la marque Nestlé. D'accord. Ah, c'est quoi cette boisson? C'est un truc. C'est une boisson protéinée. Ah, la boisson protéinée. Ouais. Ok. D'accord. Donc ils ont acheté ils ont acheté les droits. Les droits. Et là, tu fais plus cette année, non? Alors, à voir. C'est selon le planning. Si le club a besoin de moi, mais étant donné que l'année prochaine, je vais prendre une licence pro Ironman. Ouais. Je préfère quand même me spécialiser sur le 70.3 et du coup entre un 70.3 et un format sprint avec drafting en plus, c'est pas du tout les mêmes types d'efforts, c'est pas les mêmes types d'entraînement,
Donc même si j'ai tendance à être performant un peu dans n'importe quelle distance, dans n'importe quel sport, mais c'est quand même plus compliqué, hein, surtout que maintenant le niveau en D1 il augmente constamment. Enfin, pas forcément il augmente à l'avant, mais surtout il se densifie en fait quand on voit que il peut y avoir 30 places en 30 secondes facilement. Et ben voilà, en fait j'arrive plus à être performant, à courir moins de 15 minutes aux 5000. Voilà, c'est pas les mêmes entraînements. D'accord, ouais, bien sûr, c'est pas les mêmes entraînements. Peu importe la distance, si toi tu devais aujourd'hui qualifier tes grandes qualités par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, finalement, on a parlé de polyvalence, là j'allais sur un terrain de jeu, enfin de glisse, tu vois, de côté sensation. Est-ce que dans ta pratique à toi, par rapport à d'autres athlètes, tu as une différenciation, un petit truc qui fait que c'est ta singularité dans la pratique du sport? Alors, si j'aime à penser que je suis quelqu'un de très complet, très homogène dans les 3 disciplines. Je suis mauvais dans aucune discipline et je suis très très bon dans aucune des disciplines non plus. Et à la fois c'est bien, j'ai pas de défaut, mais à la fois j'ai pas de point fort. Donc selon les courses, c'est un avantage et selon d'autres, ça peut être un désavantage. Donc à voir, quand il y a un regroupement à vélo, par exemple sur une course avec drafting, et que tout se joue sur les 5 km de la course à pied, bah là c'est un désavantage. Si il peut y avoir une échappée à vélo parce que ça a nagé un peu fort et que tout le monde est potentiellement à peu près de l'échappée à peu près le même niveau en course à pied, là ça peut être un avantage parce que voilà, il n'y a pas les meilleurs coureurs du peloton qui seront dans les 5-6 premiers de l'échappée et ça se jouera que entre les 5-6 premiers. Du coup, le fait d'avoir cette polyvalence, homogénéité, le côté complet, tu vas cibler plutôt quel type de course alors? Et pour ceux d'ailleurs qui nous écoutent, qui disent bah tiens c'est vrai, bah tiens c'est comme moi, je suis pas super bon dans une discipline, je suis un peu moyen plus, allez, je suis même correct, allez, moi je suis bon mais je suis pas excellent en course à pied. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi je conseille à faire des M sans drafting. Donc les plus connus qui me viennent en tête, là, moi j'ai gagné plusieurs années Mimizan, qui est dans les Landes. Là l'année dernière j'ai gagné Rumilly, qui est à côté d'Annecy. J'aime bien ce type de course un peu donc format distance olympique mais sans drafting. Donc c'est quand même complètement différent hein, que les distances olympiques avec drafting, hein, c'est pas les mêmes efforts. Faut quand même gérer un peu plus, faut forcer plus à vélo et après tenir un pied à pied. Je pense à autre chose, ça m'éloigne de là où je voulais aller, mais c'est pas grave. T'as été champion de France, t'as des titres. Alors toi, tu le disais au départ, non, moi je suis juste un amateur qui fait bien son travail de sportif. Mais quand on t'écoute et que tu dis, bah tiens, l'année dernière j'ai gagné telle et telle épreuve, que ce soit Rumilly ou autre, on peut s'imaginer, tu vois, de façon très naïve, et parce qu'on est profane par rapport à l'aspect sportif, de côté professionnel, côté élite, bah ça va, t'as les finances pour vivre de ton activité. Est-ce que, alors moi je sais la réponse, mais ceux qui te poseraient la question, qui auraient ces clichés, le sportif, on voit son Instagram, encore que le tien, tu montres pas mal ta vie perso, ton environnement et pas que le sport. Mais d'ailleurs, si on va dessus sur Instagram, c'est Valentin Rouvier tout simplement. Je crois même pas avoir nommé ton nom de famille depuis le début d'ailleurs. Rouvier. Peut-être pas. Oui, Rouvier. Non, mais pour ceux qui... C'est qui, en fait, Valentin? Alors, il cherche en même temps, tu vois. On a regardé le gîte. Ok, très bien. Mais on sait même pas avec qui il parle depuis tout à l'heure. Donc, Valentin Rouvier. Donc, voilà. Comment ça se passe, monsieur Valentin Rouvier, quand on est athlète de haut niveau comme toi et on gagne bien sa vie? Non, clairement non. Quand on est à la frontière de l'équipe de France, qu'on n'a pas de gros partenaires qui viennent mettre des billets tous les ans pour aider sur les déplacements, pour aider sur le matériel, pour aider pour pouvoir manger tout simplement, se loger. Et ben non, c'est compliqué, on est obligé de trouver des petites astuces. On peut essayer de faire du coaching un petit peu à droite à gauche, mais voilà, si on n'a pas le DE, ça reste non officiel. Enfin voilà, donc moi je vis en fait pour le moment grâce au gîte principalement, des petites activités, mais en chien de traîneau, un petit peu de coaching, voilà, qui m'aident financièrement, mais sinon après on se débrouille. Ouais, c'est toi qui crée ton propre business pour vivre de cette activité et puis finalement te permettre de déplacer, d'avoir ton matériel, de payer tes inscriptions, même si des fois j'imagine, et j'espère pour toi que tu es un peu invité quand même par moment. Alors ça dépend des courses, hein, mais oui, des fois je demande à être invité, ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Et puis voilà, après les déplacements c'est
C'est ça qui coûte cher, se loger, et puis le matériel. J'ai eu un Cervélo depuis cette année, mais voilà, Cervélo, ils m'ont fait juste un petit tarif, mais c'est pas ça qui va... Ils font un tarif, ils t'offrent même pas le vélo, quoi. Ah non, du tout, non. Non, il peut t'arriver que des marques te prêtent un vélo de certaines années, puis il faut le rendre à la fin de l'année, ou tu dois le vendre, racheter, mais tu le revends. Enfin bref, c'est ça. Je l'ai eu une année quand j'étais au club de La Rochelle pour la première division, mais c'est le genre de choses qui ne durent pas. Ouais. T'es un artisan du sport, en fait, quoi. Mais un artisan dans le bon sens du terme. Je bricole. On pourrait dire un artiste, non, un artisan qui bricole, mais qui, il y a des artisans, ils ont l'école bleu, blanc, rouge ici, ils sont meilleurs ouvriers de France, tu vois, donc c'est dommage d'ailleurs que le col bleu, blanc, rouge ne soit réservé dans le domaine du sport qu'à ceux qui sont sur les podiums, mais parce qu'ils sont élites, tu vois, il y a les artisans parce qu'ils sont pas professionnels, et pour le coup, je pense que ça pourrait être une catégorie, tu vois, quand tu fais les MOF, on pourrait imaginer qu'il y a quelques sportifs dans leur sport, mais qui ne sont pas reconnus, en tout cas comme athlètes, reconnus par la Fédé. Toi, t'es pas reconnu comme SHS, sportif de haut niveau, t'es pas dans les listes, pas encore en tout cas. Pas encore, voilà. Pas encore, on va y revenir, je suppose, mais non, j'ai jamais été sur liste ministérielle de sportifs de haut niveau. J'ai failli y être quand en 2017 pour aller faire les championnats du monde longue distance. J'avais été sur la sélection, mais au final ça s'est pas fait parce que il y a peut-être un petit peu de pistonnage aussi de temps en temps, faut pas se le cacher. Mais voilà, ça s'est pas fait. J'étais dans une période professionnelle un petit peu difficile aussi, ça a pas aidé. Et voilà, chacun a ses hauts et ses bas. Et l'année où j'aurais pu rentrer en tant qu'athlète en équipe de France, ça s'est pas fait. Donc au final, voilà, j'ai toujours été un peu à la frontière. Et après, faut bien travailler. Et quand on travaille, il y a moins de temps pour s'entraîner. Et malgré tout, écoute, c'est bien de voir que tu t'accroches, que tu t'excelles toujours dans ta pratique, malgré tout ça, que ça doit pas être simple. Et moi, j'aime personnellement je suis fan évidemment des sportifs de haut niveau qui sont dans les listes ministérielles et qui se battent aussi, parce que de toute façon chacun son combat, c'est jamais simple tant qu'on n'est pas vraiment dans les projecteurs, et encore au niveau national je suis pas, quand j'ai les projecteurs c'est au niveau international pour vivre vraiment comme il faut de son activité sportive. Donc voilà, je suis moi personnellement admiratif aussi de cette capacité qu'ont notamment les triathlètes, parce qu'en plus il faut faire 3 sports. Alors l'avantage, tu l'as dit, c'est qu'on a l'entraînement croisé de facto dans le triathlon, 3 sports, donc peut-être moins de blessures, mais quand même quand c'est comme ça, on peut imaginer qu'il y a des périodes on est plutôt dans le up, et puis des périodes c'est plus compliqué, des années faut se faire la cerise professionnellement au niveau financier, et puis quand il y a un enfant qui arrive en plus. Et oui. J'ai un fils de 2 ans et demi, donc il a fallu s'organiser, le gérer. Maintenant, c'est un emploi du temps complètement différent par rapport à avant, où j'allais beaucoup m'entraîner le soir. Maintenant, c'est l'inverse. J'essaie d'être disponible pour lui le soir et d'avoir fini mes entraînements passé 17h30. Faut que je sois avec lui. Donc, c'est complètement différent. Et c'est-à-dire, maintenant, c'est quoi la pratique? Plutôt le midi, plutôt le matin? Ouais, le matin, le midi et l'après-midi. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien digérer aussi, prendre facilement 2-3 heures. Donc, l'après-midi, ça peut être dur des fois. Quand tu dis tu manges tard, tu manges à 14h, parce que après, il y a les horaires de la piscine aussi qui rentrent en compte, les horaires d'ouverture. Et voilà, en fait, j'essaye de jongler un peu avec tout ça pour quand même avoir une belle vie de famille derrière. Alors, tel que je le dis, ça fait un petit peu Cosette, mais je pense forcément à plein de mes potes aussi du triathlon. Je pense à Victor, voilà. Je pense souvent à toi, Victor. T'es côté de Beauvais, Victor Debilco, qui a 2 Bilco. Excuse-moi, Victor. Mais Victor, pareil, c'est un triathlète qui a gagné comme toi, tu vois, des formats longs, qui a gagné le tri de Passy, le longue distance de Passy à 2 reprises, enfin le tri du Mont Blanc. Donc, qui s'entraîne avec Cyril Viennot, tu vois, et on pourrait se dire, putain, il a une vie pas facile quand même, entre le triathlon, les enfants, entre 2 enfants, une vie professionnelle très dense, mais lui, il me dit, mais quand tout va bien. Et dans le podcast que j'ai fait avec lui, franchement, moi, c'est une pépite. Si vous voulez écouter Victor Debilco, chacun de mes podcasts est une pépite, chaque épisode, mais franchement, celui-ci, pour moi, c'est un extraterrestre, cet homme-là. Mais comme il explique comment il vit sa vie, et finalement, tout coule de source, en fait, et on arrive à comprendre un petit peu ce mental du sportif de haut niveau, qui est aussi entrepreneur à côté, qui a une vie normale comme monsieur tout le monde, mais qui arrive quand même à sortir des performances juste incroyables. C'est comme ça que je te vois aussi, d'ailleurs, au passage, avec tes activités, parce qu'en plus, tu rajoutes la
activités avec les chiens, faut les nourrir, faut les entretenir, faut aller chez le vétérinaire, c'est aussi, ça coûte. Hein. C'est l'inconvénient d'avoir des chiens, c'est-à-dire que les stages au soleil, voilà, on oublie. Ouais. C'est compliqué. Après, j'ai des voisins qui quand même sont très très conciliants vis-à-vis de ça et qui peuvent venir de temps en temps leur donner à manger quand on a besoin vraiment de s'absenter sur certains week-ends. Ouais. Mais voilà, je peux pas me permettre de partir aux Canaries par exemple toute une semaine. Voire 15 jours pour aller m'entraîner. Ouais. Alors, en même temps que tu dis ça, t'as été bien accueilli dans le Jura, ça va du coup? On en a fait son couille par rapport au voisinage. Ouais. Bah, notamment grâce au sport, hein, mine de rien. Le sport, ça aide. Ouais, le sport, ça aide. Faites du sport. Bon, ceux qui écoutent ce podcast en font tous a priori, mais si vous en faites pas encore, ou si vous vous dites peut-être, bah ouais, je fais du sport, mais je fais du sport, j'ai mon travail, j'ai ma vie de famille, des fois le sport. Bah ouais, mais quand on t'écoute, on se dit, bon, ouais, ça va, on y va, on va s'entraîner. Ouais, après, ça devient une habitude de vie. Hein, c'est ça. Et moi, si jamais je m'arrête de m'entraîner pendant une semaine, je deviens somniaque. Hein. Ah, tu dors mieux du coup. Oui, il faut que je puisse m'entraîner tous les jours pour dormir. C'est quoi, entre guillemets, il n'y a pas de journée type quand on t'écoute, évidemment, mais si on peut prendre une journée comme aujourd'hui, donc moi je sais que tu nages à Oyonnax, que tu as 1h30 aller-retour en voiture, donc déjà ça fait une journée, une demi-journée en tout cas. Ça prend du temps la voiture pour aller à la piscine. Ouais, mais tu t'es levé à quelle heure par exemple aujourd'hui? Aujourd'hui, alors moi je dors très bien, du coup je dors au moins 8-9 heures. Ah oui, bien et en plus longtemps. Entre guillemets, longtemps. Ouais, c'est ça. C'est pas un grand dormeur, mais 8-9 heures, c'est pas mal, quoi. Et alors, j'aide souvent ma femme à préparer mon fils pour aller à la garderie, une crèche qui est pas loin. Après, moi, là, le matin, je fais l'entraînement des chiens. Donc, soit je fais du traîneau, soit je fais du quad. Ça dépend de la neige, de la température aussi. Et ce matin, ils ont fait 45 minutes, par exemple, d'entraînement en quad. Donc, c'était du travail de force à 20 km/h. Pour eux, c'est de la force. Et après un petit temps de repos, un petit peu de lecture, et hop, je prends la voiture pour aller nager à la piscine. Là, après, je rentre assez tard, hein, vu que j'ai beaucoup de route, je mange tard. Et j'essaie d'aller courir le plus tôt possible, mais en respectant un petit peu une digestion. Donc, vers 17-18 heures, je vais courir et je fais 1 heure, 1h30. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui, par exemple. Ouais. Alors, on se travaille pas? Alors non. Notamment grâce au gîte, au gîte depuis 3 ans et demi que j'habite dans le Jura. Voilà, ça me permet de ne pas travailler la plupart du temps. Je peux te couper là-dessus. Oui. Gérer un gîte de combien de 24 personnes, si tu travailles pas, non, faire les lits, faire le... Ouais, il y a du ménage un petit peu, mais voilà, ça reste. C'est histoire de 2-3 heures de boulot par semaine, quoi. Ouais, plus la comptabilité, tout ça quand même. Alors là, il y a ma femme qui gère ça parce qu'elle est comptable. Donc elle est comptable, d'accord. C'est son domaine. D'accord, donc elle fait administratif. C'est ça. D'accord. Mais toi, c'est toi quand même qui a tout préparé, qui accueille les clients, enfin les... Ouais, bon, on se partage les tâches un petit peu, ouais. Mais après, moi, en parallèle, c'est plus la gestion des chiens qui me prend du temps. Ouais. Le fait de s'en occuper tous les jours. Job, quand même. Ouais, voilà. Et puis... là, j'ai pas encore commencé à travailler, mais les balades en traîneau dès les vacances de Noël, j'en ai tous les jours. Donc là, à partir de Noël jusqu'à quasiment février, tous les matins, après, j'ai des balades en traîneau. Ah oui. Donc tous les matins, je bosse sur deux balades et comme ça, j'ai quand même l'après-midi pour aller m'entraîner. Oui, parce que dans tes activités, si on écoute ce que tu as dit, on se dit, bah oui, il s'entraîne avec les chiens, donc c'est l'entraînement, c'est du sport, etc. Oui, mais... Non, c'est l'entraînement des chiens, moi je m'entraîne pas. On est d'accord, c'est ça, voilà. Et puis pareil, on pourrait se dire, mais en fait, t'es un musher, donc ce musher, c'est un métier à temps plein. Oui. Surtout quand on a combien? 12 chiens? 14. Il y a des mushers comme en plus, d'accord, mais il faut que ça, entre guillemets. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai qu'une seule rotation. Là, certains mushers ont 2 rotations. Ouais. Donc des chiens qui vont bosser le matin. Ouais. Après, ceux du matin, ils vont au repos. Et c'est ceux de l'après-midi qui vont travailler. Ouais. Là, on pourrait se dire c'est un travail, mais finalement, est-ce que toi, tu considères ça comme un travail? Alors, on va se dire, si tu dis non, on va se dire c'est un feignant. Et si tu dis oui, oui, c'est quand même. Non, mais c'est une passion avant tout. Ouais. Et c'est un travail uniquement quand je vais faire de la balade avec les clients. Là, il y a aussi l'aspect relationnel, où gérer les clients, bien les former sur le fait que moi, j'ai pas des huskies, j'ai pas des chiens nordiques. Je fais des balades en traîneau, mais c'est pas du chien nordique, c'est du chien de course. Ouais. Donc la vitesse en balade n'est pas du tout la même, les sensations ne sont pas les mêmes. Mais voilà, il y a aussi l'aspect visuel. Si on veut sa photo avec son chien poilu, c'est pas chez moi qu'il faut aller.
C'est vrai, tu fais bien de le préciser parce que moi, tu vois, dans mes clichés, même moi, que moi je connais tout pourtant ça, mais je m'étais fait une imagerie avec tes chiens, c'était la balade, tout, comme tu vas en Scandinavie, un village du Père Noël, les petits grelots. Ouais. C'est quoi? C'est dynamique, ça va. Ouais, c'est dynamique. En descente, on va facilement à plus de 30 à l'heure. Donc, quand on est dans un traîneau au ras du sol, ça donne des sensations quand on va à 30 à l'heure. Ouais. Ah oui, donc là, il y a ceux qui écoutent, ils disent ah, mais en fait, ça peut m'intéresser. C'est pas le truc pépère. Non, là, c'est des sensations, quoi. Ouais. Donc, c'est super aussi. Il faut les aider quand ça monte, les chiens, ou ils sont suffisamment costauds pour. Alors, moi qui suis derrière, qui pilote le traîneau, oui, ça m'arrive d'aider. Ouais. Surtout quand la neige est. En fait, ça dépend vraiment des conditions météo. Ouais. Quand il fait froid et que la neige est bien glissante, que ça glisse, là, ils n'ont pas besoin d'aide. Ouais. Par contre, si la neige est molle, si ils ont leurs pattes qui s'enfoncent dans la neige, etc., là, c'est dur, et là, je vais les aider. Ouais. Ah oui, donc, d'accord. Donc, ça, dans les descentes ou dans même le plat, ça va vite, mais dans les montées, c'est sport, faut aider les chiens. C'est ça. Ouais, donc, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Tu vois, le truc avec les petites couvertures. Non. T'es debout? Ouais, je suis debout. Et tes clients aussi, quand ils viennent, ils sont debout, tu les fais? Non, ils sont assis dans le traîneau. Ouais. D'accord. Ils sont assis dans le traîneau ou dans le kart, du coup, quand il n'y a pas de neige. Ouais, d'accord. Ok. Oui, parce qu'en fait, des fois, on écoute le podcast, puis on se fait des images, des petites visualisations, un truc idyllique. Mais bon, en vrai, venez voir, quoi. Venez voir. C'est ça. Alors, c'est idyllique. Oui, le Jura, c'est idyllique. Oui, l'environnement, c'est de belles images. Mais ça se mérite quand même, quoi. Ouais. Non, là, moi, mes balades, c'est vraiment un aspect complètement différent de ce que les gens se font dans leur inconscient. Ouais. Et pourquoi tu t'es mis à faire du cani trail, cani cross? T'as eu un premier chien? T'as aimé ça? Ouais, j'ai eu un premier chien. Alors en 2017, j'avais pris à l'époque un husky. Ouais. Et en fait, je courais souvent en footing avec. Je suppose que la plupart connaissent bien Léo Bergère aussi. Il court avec ses chiens en libre. Je faisais un peu ça. Après, j'ai voulu faire un petit peu de canicross avec elle pour me rendre compte un peu de ce que c'était. Excuse-moi, je suis resté sur Léo Bergère. Tu parles de Léo Bergère qui a aussi un chien, c'est ça qui court? Ouais, Léo Bergère, il a deux chiens. Il faisait du canicross avant. Avant qu'il fasse du triathlon, il faisait du canicross. Ah, il faisait avant et après il s'est mis. D'accord. Un petit peu. Ok, on connaît maintenant ses très bons résultats. Mais oui, d'accord. Donc et c'est lui qui t'a donné envie ou c'est non? Non, rien à voir. Ouais, rien à voir. C'était juste. Comme comparaison. D'accord. Et voilà. Enfin, moi, j'ai commencé les compétitions du coup avec ma husky à l'époque en 2018. D'accord, très rapidement. Et en fait, sauf que très rapidement, la chienne, en fait, les huskies, ça fait 1 kilomètre à bloc et après, elle avait limite plus le niveau pour me tirer en fait. Ouais. Donc elle courait à côté de moi et voilà, c'est limite moi qui l'a tiré. Et en fait, du coup, de fil en aiguille, par connaissance intermédiaire, on m'a présenté cette race de chiens-là, donc soit le Greister qui est un mélange braque lévrier, soit le Hound en anglais, le SD1. European Sled Dog, on appelle ça. C'est une race qui a été créée pour la course de chiens de traîneau. Donc c'est un mélange pointer, husky, lévrier. Et donc on m'a présenté ces chiens-là, et puis là c'est le jour et la nuit en fait, c'est comparer une Twingo et une Formule 1. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es mis dans la compète? Ça s'est fait naturellement j'imagine, mais c'est les autres qui t'ont stimulé ou c'est de faire des places? C'est simplement le goût de... C'est le goût de la compétition. Moi j'ai toujours été un compétiteur, j'ai toujours adoré les chiens, et puis ça s'est fait naturellement, oui. Au début avec un seul chien, uniquement canicross, et puis après je veux vite faire un petit peu plus d'attelage, un petit peu plus de traîneau, donc je prends 2, 3, 4 chiens, 5, 6 chiens, en fait, ça va vite. Ouais. Et je sais pas comment poser ma question, mais qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue performance, compétition, cette pratique dans le triathlon? Alors, est-ce qu'il y a un intérêt ou il y en a pas d'ailleurs? Alors, dans le canicross, c'est le cycle arrière. Ouais. Qui est énorme. C'est-à-dire le fait d'envoyer son talon loin derrière et de le ramener. Ah oui. Parce que en gros la longueur des foulées va augmenter quasiment de 50%, je pense. Ah oui, tant que ça. Ouais, on passe facilement de 1m80, 2 mètres de foulée à 2m50, 3 mètres. Ah oui. Sur un départ en canicross, quand le chien est vraiment, vraiment à fond, on approche des 30 à l'heure. Donc pour approcher des 30 à l'heure en course à pied, ça fait augmenter la longueur de foulée, augmenter la fréquence. Ouais. Et du coup, en fait, on travaille énormément la survitesse. Beaucoup plus que si on courait en descente, parce qu'en fait, en descente, inconsciemment, on va toujours se freiner.
Or que là, on est sur du plat, en fait. Sur du plat, tu cours à 30 à l'heure, le corps, il se demande ce qui se passe. Ouais. Et du coup, voilà, c'est une technique légèrement différente. Il faut essayer de ralentir le chien le moins possible. Ouais, bien sûr. Et d'augmenter ta fréquence, de passer le moins de temps possible ton pied en contact avec le sol. Ouais. Et voilà, en fait, c'est après un cycle arrière, je dis, qui est énorme. C'est-à-dire, il faut ramener le talon le plus vite possible parce que le chien va t'aider à la propulsion, à aller vers l'avant. Mais du coup, quand tu vas vers l'avant, il faut ramener ton pied. Et ça, ton chien, il t'aide pas à ramener le pied. Donc moi, au début, j'avais beaucoup de douleurs aux ischios. Donc ça m'a énormément fait travailler les ischios. Et voilà, en fait, ça amène quand même de grosses courbatures. Donc à l'entraînement, j'en fais très peu. Parce que si je vais me taper une grosse séance de canicross, je sais que je vais mettre 2 jours à m'en remettre. Donc à l'entraînement, j'en fais très peu, ou j'en fais vraiment juste avant les grosses échéances. Avant, voilà, je sais, les championnats de France, je vais en faire 2-3 séances. Avant, les championnats d'Europe, pareil. Mais j'en fais très peu, parce que ça me casse. Ça me casse, là. J'ai 33 ans maintenant. J'ai pas envie de faire une séance et d'être 3 jours en vrac. Je préfère m'entraîner tous les jours. Et quand tu vois justement Anthony Lemoine, qui a quel âge? Anthony, c'est pas... Ouais, Anthony, il doit avoir peut-être pas loin de peut-être 45. Ah, il est plus jeune que moi, alors ça va. Mais ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Ouais. Alors lui, c'est différent. Il fait vraiment... Il est spécifique en canicross. Il fait vraiment que ça. Ok. Et lui, je pense que les séances canicross, il va en faire plus régulièrement. Et lui, si jamais il a 2-3 jours de courbature, c'est pas grave. Il va faire des footings sur des courbatures. Moi, le lendemain, il faut que j'aille me taper mes 4 heures de vélo. Je peux pas me permettre d'avoir des courbatures. En fait, c'est l'aspect multidiscipline, moi, qui m'apporte, on va dire, un petit peu préjudice dans le fait de m'améliorer encore en plus. Tu le sens au niveau mental, est-ce que tu disais le fait d'avoir cette allonge de foulée, enfin quand t'as dit le corps en fait il comprend pas ce qui se passe. Tu le sens au niveau, tu sais, le cerveau il a une information qui s'est pas traitée parce que d'un seul coup ça va vite et en fait alors le cerveau, le corps, hein, c'est les deux ensemble, mais il y a un truc qui est pas normal en fait. Et alors même si on a compris qu'il fallait pas en faire de trop pour des raisons évidentes, mais est-ce que ça fait une sorte de hacking du cerveau, tu vois, qui casse un truc à un moment donné, ça fait passer un seuil quoi en fait. Je pense que oui. Ouais, inconsciemment. Mine de rien, le corps c'est un outil incroyable, hein, et il s'adapte en fait à tout ce qu'on lui fait subir. Voilà, quelqu'un qui va courir tous les jours, le corps de lui-même, il va être plus économique et on aura plus de facilité à courir tous les jours. C'est pareil pour le canicross. Je pense que si je me spécifiais dans le canicross, j'en ferais beaucoup plus régulièrement, et du coup j'aurais mon corps qui s'adapterait également. Or c'est pas le cas. Je préconise pour les gens qui font d'autres sports à côté d'en faire moins. Et du coup, moi, voilà, c'est priorité au triathlon parce qu'on va pas se leurrer. Dans le triathlon, il y a de l'argent. Dans le triathlon, il y a de la concurrence. Voilà, dans le canicross, il y a, pour gagner un sac de croquettes, ça vaut pas le coup, quoi. En plus que tu les manges pas. Et si c'est pas indiscret d'ailleurs, quand tu fais champion de France, c'est des milliers d'euros, j'imagine. Ah non, c'est 0. C'est vrai. Il n'y a pas d'argent dans le canicross. C'est pour ça que moi je m'investis pas à fond dans le canicross, parce que il y a pas d'argent à se faire. Il y a même les grosses marques de croquettes, style Pro-Plan, Royal Canin, elles mettent même pas d'argent dedans. T'as pas de partenariat avec eux? Non. Et quand t'es champion de France de triathlon, pour le coup, là, ça rémunère un peu. Bah oui, un petit peu plus déjà. Il y a la Fédé qui donne des primes. Après, ça peut amener justement d'autres aides, etc. Donc, même le club qui vient apporter des aides. Non, il y a beaucoup plus d'argent dans le monde du triathlon que dans le monde du chien. Ouais. D'accord. Je pensais qu'avec les chiens, justement, puis en plus, comme, entre guillemets, alors peut-être que c'était à la mode à certains temps et que les marques avaient les moyens de financer ces athlètes et ces chiens, entre guillemets, mais ouais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Les grosses marques de croquettes se rendent compte que c'est quand même un marché de niche. Il y a très peu de personnes, même si ça évolue. Je crois que la fédération de canicross, la FFSLCD, ils ont peut-être 4000 licenciés maintenant. Ah, quand même. Je pensais. Mais bon, voilà, 4000 par rapport aux 35 ou 40 000 du triathlon, c'est rien du tout. Ouais, bien sûr. Là, tu vas préparer la Grande Odyssée. Pareil, t'as pas d'aide pour ce périple. Alors que là, tu pars pendant combien de temps? Là, moi, je fais juste un trophée sur 3 jours. Ce qui est déjà... Donc, c'est déjà pas mal, 3 jours. J'ai un camion qui me permet de garder les chiens au chaud. J'ai le chauffage dans le camion pour la nuit.
Et voilà, je suis autonome, je peux me gérer avec mes chiens. Mais là, la Grande Odyssée, moi, la difficulté avec mes chiens qui font plus du coup du canicross, donc des courses de 5-6 km, la difficulté, ça va être de passer sur des courses de plus de 30 bornes. Parce que la Grande Odyssée, c'est plus de 30 km. Ouais, chaque étape. Et voilà, et les chiens, ils ont pas l'habitude parce qu'un chien, tu peux pas lui dire aujourd'hui on part pour 30 bornes. Bah non, il comprend pas. Donc en fait, il va faire le premier kilomètre comme si c'était que 5 bornes. Ouais. Donc il va se cramer et c'est un coup exploser et le chien qui tombe par terre parce qu'il arrive même plus à courir. Comment tu contrôles ou tu prépares ça justement, toi? Bah là, d'une façon très progressive, d'augmenter les distances à l'entraînement. Ouais. Voilà. Après là, le fait qu'il y ait de la neige aussi, les chiens peuvent tenir plus facilement. Ouais. Parce qu'un chien, bon, faut le savoir, il ne transpire pas. Du coup, ils évacuent la chaleur par la bouche et par les coussinets, en bavant, ou voilà, les coussinets. Ouais. Et donc, le fait qu'ils aient les coussinets dans la neige, ça a permis qu'ils soient déjà beaucoup plus endurants parce qu'ils vont monter moins vite en température. Ouais. Progressivité. Voilà, mais ça, c'est également valable pour les humains, dans tous les cas. T'as compris le truc. Ouais, effectivement. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait... on va parler un peu des chiens, en fait, même si vous allez dire, certains écoutent, se disent, mais c'est complètement hors sujet, cette discussion. Moi, je suis triathlète, je suis trailer, je comprends pas. Bon, c'est sympa, le Jura, t'es gentil, Cyril. On a composé tes copains, on s'emmerde, vous écoutez tous les deux. Mais en fait... Si je te pose ces questions avec le chien, c'est que moi j'ai beaucoup observé ma chienne pendant 17 ans, qui a vécu longtemps, c'est un husky, n'importe quoi, un berger australien. Pour le coup, oui, 1 km, 2 km, puis après il n'y a plus personne, donc moi c'est moi qui l'ai amené après, mais je l'ai jamais, je l'ai jamais amené à dépasser ses limites, ma chienne, mais par contre je l'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup appris en le regardant elle dans ma vie de tous les jours, pour moi, et évidemment aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de sportif, et j'ai rapidement compris que je faisais n'importe quoi en matière de nutrition, en matière de récupération, en matière d'étirement, en matière de quoi encore, de sommeil aussi, parce que j'observais mon chien, je dis bon, certes on n'est pas des chiens, mais quand même, on est des animaux quelque part. Et moi, à 30 ans, je récupérais pas, je bouffais n'importe comment, je me disais de toute façon je peux bouffer ce que je veux, puisqu'avec tout le sport que je me fais, vas-y fais-toi plaisir. Mais j'avais le sentiment à un moment donné que mon corps s'encrassait un petit peu. Alors s'encrasser, le mot est peut-être un peu fort, quoique mon cœur aussi, d'ailleurs au passage. Et ben en fait, j'ai fait ma révolution à 30 ans parce que je commençais à coincer un petit peu de partout, tu vois, l'articulation, j'ai mis les 30 ans, ça va être à 40 et à 50. Et j'ai révolutionné un peu pas mal de choses en regardant ma chienne. Et je sais pas, toi, t'as justement par rapport à ça, alors... Qu'est-ce que ça t'a enseigné pour toi? Tu commences à nous le dire justement, ce monde du chien par rapport à toi, déjà par rapport à ta foulée, mais de façon plus générale, tu fais de la progressivité dans l'entraînement pour tes chiens, donc j'imagine pour toi aussi. Quels sont les parallèles que tu fais toi entre, qu'est-ce que ça t'a appris tout ça en fait? Alors moi le chien est venu plus tard. J'ai d'abord appris mon côté perso, moi, pour l'entraînement, pour la nutrition, pour le sommeil. Et en fait, c'est justement tout ce que j'ai appris sur moi, je le reproduis sur mes chiens. T'as fait l'inverse, toi. Ouais, j'ai fait l'inverse. C'est plus intelligent pour l'occurrence. Mais là, oui, en l'occurrence, moi, depuis quelques années, je suis végétarien. Ouais. J'ai arrêté de manger de la viande. Putain, j'ai perdu 50% de nos auditeurs là. Encore un, putain, non, mais c'est après, ça m'empêche pas de manger un petit peu de viande quand je suis au restaurant. Mais non, excuse-moi. Moi, j'ai aucun problème parce que 50% des gens sont partis. On est entre nous et tu dis ce que tu veux. Donc, c'était quand ça? Il y a 3 ans à peu près. Fait de regarder quelques reportages sur Netflix, sur voilà, des livres, notamment aussi sur Djokovic, des autobiographies, des choses comme ça. Et donc j'essaie de diminuer le gluten et d'arrêter de manger de la viande. Hein. Après, ça reste compliqué. Hein. Je dis pas que je suis à 100% dedans, mais il y a des choses comme ça. Bien dormir, essayer de faire la sieste. Bon, j'ai du mal aussi à faire les siestes en journée. Mais voilà, tu disais tout à l'heure qu'après ton repas, tu avais un moment de putain de dilettante, tout est plus calme. Ouais, c'est ça. J'essaye d'être plus calme, de pouvoir récupérer le plus possible. Tu fais quoi, par exemple, quand tu dis ça concrètement? Je me mets devant une série, j'essaie de m'allonger. Déjà, je m'allonge, j'essaie de pas rester assis. De m'allonger, de fermer un peu les yeux, de lire. Voilà, après je m'occupe principalement des chiens, c'est ça qui va me prendre du temps.
Mais c'est une sorte de rituel que tu as, presque pas tous les jours, parce qu'en fonction des impératifs, du travail, etc. Mais tu vas plutôt avoir après cette récupération, après le déjeuner. Ouais, toujours un temps de repos. Bah, surtout quand je fais un entraînement un peu costaud le matin, avec de l'intensité, en fait, j'ai toujours un petit coup de mou après manger. Même si encore, j'essaie d'éviter le gluten, parce que je sais que après une grosse platée de pâtes, c'est là où c'est le pire que tout. Je suis au ras du sol, j'ai même plus envie d'aller m'entraîner tellement que je suis pas bien. Ouais. Montée de glycémie quand on les mange, et puis une demi-heure après, la chute de glycémie, bim. Et là, c'est perte d'attention, déconcentration, et puis le corps qui s'éteint un peu, quoi. Ouais, et puis je le digère mal aussi, principalement. Et la digestion, tu le sens comment, toi, d'ailleurs? Je me sens un espèce de ballonné, en fait. Ouais, ballonné un peu, le ventre lourd. Ouais. Ouais, c'est dingue ça. Bon, moi je suis à peu près dans la même. Alors si je dis ça, tous les copains du Jura ils vont se fiche de moi parce qu'ils voient Cyril il boit et en plus il mange de la viande et arrête de dire des conneries. Hein. Non, mais par contre c'est vrai que la tendance est plutôt à la baisse pour tous ces sujets-là parce que moi je le sens clairement. Alors oui, il y a 30 ans j'ai commencé à être sensibilisé quand je voyais qu'il y avait des mots MAUX dans mon corps, dans mon organisme. Et donc là, bon, ma révélation ça a été ma chienne. Je la regardais, je l'observais, le chat aussi, les étirements, tu vois. Les étirements, l'air de rien chaque matin, faire une salutation au soleil, ça m'a quand même vachement changé la vie. Et puis la nutrition après, la trentaine a bien passé, on va dire à 40. Et notamment, depuis quelques années, le gluten, il n'y a pas photo, quoi. C'est fou, ça, quand même. Et quand on reprend, là, tu le sens vraiment, quoi. Ouais, c'est vraiment, Après, moi, personnellement, j'ai du mal à m'en passer complètement parce que du bon pain ou tu mon fais fils. Pas ton pain ici, toi? Ça m'arrive. Ouais. D'accord. Mais après, c'est surtout mon fils, quand t'as 2 ans et demi, il réclame des pâtes. Mais c'est dingue ça, les gamins, pourquoi ils font tout ça? T'as du mal à lui faire avaler de la semoule ou des lentilles, hein, donc... Mais c'est quand même dingue, ça fait 3 ans que tu as baissé le gluten et ton fils est arrivé après cette évolution, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Et pourquoi ils réclament des pâtes, les enfants? C'est facile à manger, c'est bon, c'est ce qu'ils préfèrent. En fait, il y a une dépendance à ce truc-là, c'est les sucres. Hein. Enfin, c'est les sucres lents pour le coup, mais c'est quand même dingue cette dépendance qu'on a au sucre, quoi. Ouais. Enfin, les sucres des enfants, évidemment les sucres rapides, mais même les pâtes, les sucres lents, quand on est vraiment accro à ce truc-là. Mais ouais. Et puis j'essaie de le faire manger autre chose régulièrement, mais c'est une lutte. Compliqué. Ouais. Et puis c'est la facilité aussi, même pour nous, des fois. Hein. Puis une plâtrée de pâtes, ça fait du bien quand même. Ouais. Mais on sait que ça fait du bien, mais ça fait pas du bien derrière. Quoi. Les ballonnements et tout, et encore, on reste correct tous les deux. Hein. On parle de ballonnement, on pourrait parler de plein d'autres choses. Hein. Nous, il y avait concours à nos clubs à l'époque. Hein. J'ai fait concours de quoi? Ceci restera entre nous. Tu vois de quoi je parle? Oui. D'accord, ok. Allez, je suis parti. Non, du coup, on sent que dans le sport, en tout cas, quand on le pratique à ta façon, il y a une certaine écoute corporelle. Comment on est là-dedans, excuse-moi, vas-y. Non, mais quand j'avais 25-26 ans, je pouvais manger de tout, je pouvais faire des grosses séances tous les jours, et en fait, j'avais pas de problème pour récupérer. J'avais un petit peu mal le lendemain, mais ça m'empêche pas de refaire une grosse séance. Là, quand passé 30 ans, je pense, c'est pas que je fais des séances plus lentes. Au contraire, j'arrive à être limite plus performant que quand j'avais 25-26 ans. Mais c'est juste que je vais mettre plus longtemps à m'en remettre. La récupération est plus longue. C'est au niveau de la récupération, je pense que... Alors sur ce point précis, tiens, on va parler de la récupération qui est plus longue parce que quand on passe à certains âges, et encore 30 ans, quand c'est 40, c'est encore plus, et 50. En plus, on a la musculation qui commence à baisser de quelques petits pourcents tous les ans, ça fait mal au cœur quand même, vraiment mal au cœur quand même, c'est les muscles. Qu'est-ce que tu as fait, s'il y avait 2-3 clés comme ça pour se dire, voilà, si tu veux optimiser ta récupération avec les années qui passent, on se l'est dit, mais en gros, en 3 points, tu dirais quoi? C'est quoi le conseil? En premier, c'est le sommeil. Le sommeil. Ouais, en premier, vraiment, le sommeil. L'hydratation, du coup, bien boire, hein, c'est mine de rien, et puis c'est facile. Et je bois beaucoup d'eau gazeuse pour les sels minéraux, surtout quand on transpire beaucoup, c'est important, surtout l'été. Et après, moi, j'essaie de me forcer. Je mange toujours dans les 30 minutes qui suivent. Enfin, dans la fourchette des 30 minutes qui suivent l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner, par exemple, soit fin de matinée, soit fin d'après-midi. Fin d'après-midi, fin de soirée. Bon, même si c'est compliqué avec mon fils, mais j'essaye. Et donc voilà, principalement ça. Et après, favoriser être allongé plutôt que sur un canapé. Donc par exemple, canapé méridienne, avoir les jambes allongées plutôt que d'être assis. Mettre les jambes en l'air régulièrement. Moi, j'adore me mettre les jambes à 90 degrés sur un mur. Pour bien faire circuler les jambes, le sang dans les jambes, pour détendre les tendons. J'avoue que je m'étire
pas autant qu'il le faudrait. Mais déjà, rien que mettre les jambes en l'air et bien se détendre les tendons d'Achille et les tendons les genoux, ça fait du bien. Et ces quelques points-là que tu nous partages optimisent, en tout cas améliorent ta récupération. Ouais, je sens que... récupération. Voilà. Et puis surtout, ne pas négliger la récup après la séance, c'est-à-dire quand on fait son 6-7 fois 1000 sur la piste, par exemple, toujours au minimum de chez minimum, courir les 10 minutes, retour au calme, j'appelle ça, ou la récup. 10-15 minutes, faut absolument pas se dire je fais mes 7 fois 1000 et après hop, je prends la voiture. Non, ça c'est à oublier. Là, après ta séance de nage, pour le coup ce midi, t'as mis 3 quarts d'heure pour venir. Est-ce que t'as pris un truc dans les 30 minutes? Tu disais j'essaie de prévoir à chaque fois une barre protéinée. Une barre protéinée, voilà. Ok. Et après, tu te refais ton repas derrière. Ouais, un petit repas léger. Du coup, plus léger. C'est ça qui est intéressant. Souvent, j'entends dire, mais si je prends un truc dans la fenêtre métabolique, les 30 minutes, j'ai peur de plus avoir faim après, ou du moins, je vais faire un double repas. Ouais, mais non, c'est... Après, à partir du moment où moi, je fais toujours du quotidien tous les jours... Après, je sais qu'en ce moment, je suis à plus de kilos, par exemple, par rapport à mon poids de forme. Mais bon, on est au mois de décembre, je suis pas inquiet. Je sais qu'arrivé au mois de mai, je retrouve mon poids de forme sans souci. Ouais. C'est un peu le cycle annuel, ça? Tu prends 2 kilos en hiver? Je prends 2 kilos en hiver et je les repère pour l'été. Ouais, allez, check. 2,5. Non, ouais, c'est marrant, ça. Moi, ça a toujours été depuis plus de 20 ans. Ouais, mais c'est ça, moi, tous les ans aussi. Ah ouais. Et c'est lié à quoi? Le froid, le corps? Ouais, la résistance au froid, le fait de manger peut-être moins de salade, moins de fruits en hiver, plus de repas chauds avec plus de fromage. Là, surtout dans le Jura, nous, on mange pas mal de fromage. Mais ouais, voilà. Ça, tu surveilles tes triglycérides et ça, le cholestérol? Non, j'en suis pas passé à ce point-là. Je surveille rien du tout. Je suis un peu à l'ancienne. Au contraire, il y a eu une période, je m'entraînais beaucoup au cardio et là, plus du tout maintenant. Ah, intéressant, ça, un autre sujet qui va faire encore des polémiques, ça. Les datas, les données avec ou sans. Alors, ça m'étonne pas ce que tu dis, mais encore, c'était ce que je vais dire est vraiment un jugement, enfin, un a priori, mais quelque chose que j'imagine moi, mais tu sembles le confirmer. Comment tu te connectes, toi, ton corps, tes sensations, etc. Et du coup, certains vont dire les données, la montre, le cardio, etc. Et toi, est-ce que tu es passé par là? Oui. Oui, je pense que quand on est jeune, c'est quand même bien d'avoir le cardio pour savoir à peu près à quelle sensation on passe au-dessus de l'endurance fondamentale, savoir à quelle sensation t'es au seuil 1, à quelle sensation t'es au seuil 2. Et voilà, en fait, pour apprendre à se connaître, c'est bien de faire une période, mais après, faut pas faire une fixette dessus non plus. Faut s'écouter quand t'es en endurance fondamentale, oui, mais après, quand tu dois faire des séances et taper dedans, il y a des moments où faut pas s'écouter. Là-dessus, tu t'écoutes plus, là. Justement, comment tu fais pour plus t'écouter? Parce que ça, c'est une question aussi des gars. Des gars, quand je dis une fois de plus, je précise toujours, mais quand je dis les gars, c'est guys, c'est les garçons et les filles. Mais comment tu fais pour débrancher? Ça a l'air facile quand tu dis comme ça, mais la plupart me disent, mais moi, j'arrive pas à déplacer le seuil de douleur, le seuil de souffrance, mettre le goût de sang dans la bouche, etc., etc. C'est quoi les clés pour débrancher le cerveau? Moi, je me dis plusieurs choses en tête. Alors, déjà, en premier, je me dis, si j'ai mal, les autres ont encore plus mal. Donc ça, c'est ce que je me dis en course. Tout le monde a par exemple. Voilà. Et après, sur des séances d'entraînement, je me dis, si t'as pas mal, ça bosse pas assez. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, je me dis, allez, non, faut que tu te fasses mal, faut que tu te brûles les jambes. Si ça brûle pas, ça veut dire que tu bosses pas bien. Et tu mets le focus sur les jambes? En l'occurrence, sur le vélo course à pied, oui. Après, en natation, non, ça va plus être les épaules. Les épaules principalement, les épaules, les bras. Avec plaque ou sans plaque? Ouais, l'un ou l'autre. Ah ouais? Parce que j'arrive pas à mais moi, tu vois, je te repose la question, parce que là, pour le coup, c'est moi très intéressé. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Alors, je donne des conseils, comme toi, je vais dire, tiens, voilà. Alors, moi, je suis plus sur le mental, donc je vais donner des clés liées au mental pour aller dépasser les seuils de souffrance, etc. Ce qui est intéressant, toi, ce que tu dis, c'est par rapport à la sensation corporelle, côté kinesthésique. Moi, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas parce qu'en fait, mon seuil, il est plus dans le cardio, tu vois, et je vais suffoquer. C'est plutôt le cœur qui va s'arrêter avant, la pompe qui va pas se suivre. Et du coup, j'ai un peu de mal à me mettre dans ces seuils de souffrance musculaire. Donc, du coup, qu'est-ce que tu me diras, moi, par rapport à ça? T'as du mal à te mettre dans la souffrance musculaire en natation, principalement? Alors non, je veux dire en course à pied, par exemple, en vélo, tu vois, même en vélo, se mettre à bloc, c'est complexe, quoi. Je dirais retourner faire des séances de piste. Ouais. Voilà. Parce que je pense que tu dois pas aller souvent sur la piste. Non. Voilà.
La piste, c'est là où on souffle le plus facilement en course à pied. Ouais. Le plus facilement. Et le fait de faire des tours, d'avoir ses points de repère au 100, 200, 300, d'avoir le chrono qui va te dire par X ou Y si tu vas vite, si tu vas pas vite. Il n'y a pas d'histoire de vent, de ça glisse, ah non, mais là ça montait, donc je suis moins rapide. Non, là ça monte pas, c'est toujours pareil. Donc pour moi, l'entraînement piste, faire une fois par semaine, c'est primordial. Ouais. Tu le fais où, toi? Je fais à Saint-Claude. Ah d'accord, donc un Coyonac ou Saint-Claude, il y a un coup de lance pour une fois par tous les... Ah ouais, c'est vrai, mais c'est tellement vrai, la piste, quand tu y repenses, oui, quand je le fais, il n'y a pas photo, quoi, t'as tes repères, puis c'est cette lassitude de faire toujours le focus, quoi, en fait, tu te concentres sur rien d'autre. Et puis si tu te dis, allez, tu fais tes kilomètres en 3,10, ben voilà, tu te dis à 3,10 et peut-être le premier, tu vas pas avoir trop mal, mais après, pour le deuxième, tu verras que t'auras mal. Ouais. Et quand tu es sur des séries où tu fais 15 fois, comment tu passes là, quand tu sais, t'es dans le milieu et là tu dis j'en suis qu'à la moitié. Qu'est-ce que mentalement là, c'est quoi tes nouveautés? Allez. Alors moi je me dis pas j'en suis qu'à la moitié, je me dis j'ai déjà fait la moitié. Ouais. Des petites choses comme ça. Après tu te dis allez. Enfin moi je pense aussi à l'objectif à long terme. Donc tu te dis par exemple, là, tu te fais un 15 x 1000, mais en compétition, ce sera un semi. Ça veut dire que le 15 x 1000, en toute logique, tu vas le faire plus vite que ce que tu vas faire sur le semi. Et voilà, tu te dis 15 fois, non, c'est plus court que ce que tu vas faire en compétition. Donc non, moi, je vois ça à long terme, le fait d'être le plus efficace possible et d'avoir la meilleure moyenne possible pour après être performant le jour J. Ouais. Tu es dans l'extrapolation, je reprends le terme de Victor d'ailleurs qui me disait tu es dans un environnement qui est celui dans lequel tu es là, pour relativiser, t'extrapoles, tu t'imagines dans ta course que tu viens de faire et finalement par extrapolation tu vas avoir atteindre des seuils au niveau cardio, au niveau musculaire qui vont être plus intenses parce que justement si t'es que focus là dans ton environnement où t'es, si t'extrapoles pas, ça va être un peu, voilà, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de stimulation, donc toi c'est plus par rapport à l'objectif en ligne de mire. Ouais. Toujours. Ouais. Et sachant que j'ai des objectifs un peu toute l'année, multidiscipline, comme on a dit au début, voilà, ça me permet de toujours me dépasser au quotidien. Ah ouais. J'essaye. C'est une quête pour toi, ça? Une quête, non, mais c'est la façon de me dire je vais me coucher en étant plus performant que ce matin. Tous les jours? Peut-être pas tous les jours, j'essaie de faire une journée de temps en temps un peu tranquille ou quand c'est que de l'endurance, mais le truc c'est que même en endurance fondamentale, je me dis que ce sera toujours utile pour performer et pour m'améliorer plus tard. Oui, alors là pour le coup ça pourrait être une séance un peu chiante, l'endurance fondamentale, oui, mais alors justement être capable de respirer tranquillement, voire respirer avec le nez, et tu pars pour 3 heures. Oui, tu peux te dire ça un peu comme ça, mais bon, voilà, ça fait partie d'un tout. Hein, pour moi, j'ai tendance à dire c'est un peu comme la nourriture, faut manger quasiment de tout, et là c'est pareil pour l'entraînement, faut manger de tout. Ouais. Là, en l'occurrence, on a coutume de dire que le foncier, l'endurance fondamentale, c'est quand même plus que la base de la base de la base. Oui. Donc comment tu fais toi pour pas tomber dans cet ennui? Alors la réponse on les connaît, hein, tu l'as dit, mais vu de toi en fait. Moi qui m'entraîne quand même principalement tout seul, déjà en course à pied, je prends beaucoup mes chiens. Ouais. Je fais beaucoup de tapis, là je me regarde des vidéos quand je fais du tapis, je m'installe la tablette, j'ai un casque anti-bruit qui permet de pas entendre mes bruits des pas. Et de me regarder des vidéos pendant que je cours. Donc je peux, par exemple, je me fais un film d'1h30, je vais courir 1h30 sur le tapis. Pareil pour l'home trainer. Pour l'home trainer, je me mets souvent des films, des séries. Et après, dès qu'arrivent les beaux jours, j'essaie d'aller un peu plus loin, d'aller m'entraîner avec 2-3 personnes si possible. Ou voilà, je me mets des podcasts dans les oreilles en vélo. Ça permet de bien passer le temps sur les sorties longues en vélo. Hein. Quand on part 4 heures, c'est toujours ça. Et voilà, en fait, on essaie de toujours penser au long terme et de s'occuper comme on peut sur nos sorties longues. Ouais. Je me rappellerai toujours de ce que m'avait dit mon coach mental il y a un certain temps maintenant, en 2015, par rapport à ces longues séances. Moi, je me disais, comme toi, et je faisais comme toi. Il me dit, mais c'est quoi ce bordel? Tu me retires tout de suite ce que tu as sur les oreilles, là? Je suis attends, tu vas pas me faire une sortie de 3 heures. Attention, c'est pas mon entraîneur, c'était le préparateur mental. Et il me disait, non, mais
je veux pas que tu aies un truc perturbateur, que tu aies de distraction. Je veux que tu sois focus sur ce que tu es en train de faire. Non mais attends, 3 heures à courir, 4 heures, t'as les sorties longues et tout. Je fais plus que m'ennuyer, quoi, pour être poli, quoi. Et en plus, bon, tu rajouter une couche, enfin, ils me retiraient une couche textile pour que je sois dans le froid et résister à l'azo. Et bien, tiens, t'auras une bonne raison de te concentrer sur quelque chose, quoi. Et en fait, c'était mon appréhension qui faisait que c'était vraiment très complexe, pour ne pas dire atroce mentalement, d'imaginer cette séance-là. Et ben en fait, quand je la faisais, mais c'était fou, quoi. C'était passé. En fait, j'étais dans une autre dimension, quoi. Sans distraction de musique ou coup de chien ou que sais-je. Hein. Être juste dans la sensation de ce qui se passe là. Et je dois avouer que parfois, si je t'avais comme dans les cas que je coach sur la partie mentale en tout cas, je t'imposerais ce genre de choses. Bah, non mais je pense que ça me ferait pas de mal. Hein. Après moi oui, je prends dès que je vais rejoindre quelqu'un, je prends jamais de musique. Oui. De temps en temps, je prends pas de musique. Ça t'arrive. Mais après quand je sais que je vais partir tout seul, non, je prends systématiquement de la musique. Ouais. Ça, ouais. Et ben la prochaine que tu feras, c'est une invitation parce que tu vois, c'est en plus t'as la chance d'avoir tout un environnement et en fait c'était l'intérêt que j'avais trouvé moi en tout cas parce que c'était de me connecter avec un maximum de sensations, tu sais, les bruits, mais pas les bruits les bruits sourds, quoi, les bruits fins, tu sais, en mode j'aime bien parfois je prends cet exemple dans d'autres contextes, mais de mode dans Superman, tu sais, j'entends, tout le monde entend des sons, mais Superman lui entend des sons que personne n'entend. Et ben moi en fait j'avais cette impression là, et je pense que c'est pas qu'une impression finalement, à travailler sur des choses qui sont juste ce que tu as autour de toi, sans musique, sans distraction entre guillemets, ou le téléphone, les gens, non, tu laisses ton téléphone et tu laisses ta montre aussi, je veux que t'aies rien. Et ben en fait c'est vrai, et en fait on rentre dans une autre dimension, le côté sensoriel, et tu dois t'amuser entre guillemets avec l'environnement qui est là, qui est juste à côté de toi, et pour le coup c'est vrai, moi je le fais faire à mes athlètes pour qu'ils développent leur acuité sensorielle. Ok. Donc auditive, vision aussi. Alors on travaille beaucoup sur la vision forcément quand on court ou quand on fait du vélo, mais enfin c'est vrai quand on fait du vélo, hein, tu croises des fois Geoffrey Soupe? Non. Ou d'Arinto, j'ai oublié son nom. Ah mince, c'est autant pour moi. Un autre de l'équipe Total Energy qui est sur Arinto, qui passe parfois par ici. Non. Et en fait, oui, quand t'es en vélo, faut être attentif parce qu'il y a les voitures et tout. Mais quand tu cours, en gros, il y a pas tant de distraction que ça. Tu peux être vraiment connecté sur un tas de sensations et même sentir, tu vois, sur ta peau en hiver comme en été. En plus en hiver, la fraîcheur, le vent, etc. Et en fait, ça développe vraiment des. Alors, quel est l'intérêt de développer son acuité sensorielle dans le sport? En fait, c'est là qu'on rentre dans une autre dimension parce que finalement, excuse-moi de prendre un peu la parole là-dessus, mais on me questionne souvent sur le flow. En fait, c'est le flow, tu la tiens justement par cette fenêtre qui est la fenêtre des sens en fait. Et on peut incarner, imaginer tout ce qu'on veut au niveau rationnel pour atteindre le flow, mais le flow, ça se tient pas comme ça. Je pense que d'ailleurs, je vais te poser la question là-dessus, pour enchaîner. Mais voilà, le flow, la fenêtre pour l'atteindre, c'est l'essence, quoi. Mais avant, il y a tout un tas d'autres choses à faire. Évidemment, l'entraînement et tout, et puis être prêt, et puis savoir avoir le goût de savoir se mettre en travers par moment, ou simplement être connecté dans le bon geste, la bonne intensité au bon moment. Quand j'ai dit ça, ma question est la suivante pour toi. Comment tu fais pour atteindre le flow, toi? Parce que moi, je t'ai donné ma clé, mais toi? Moi, c'est me faire mal. Ah, on y revient. Me faire mal. Quand je me dis, allez, t'as, je sais pas, 4 fois 10 minutes, et 4 fois 10 minutes, j'ai les jambes qui brûlent au bout dès la 2e, 3e minute, et en fait, je sais pas, c'est à ce moment-là, dans la douleur, en fait, que je trouve le flow, je pense. Et ben voilà, le truc clé, c'est ça aussi, parce que du coup, t'es dans une sorte de sensation kinesthésique, et ça nous ramène dans l'essence. Enfin, l'essence, le côté kinesthésique, là, pour le coup, se connecter avec son muscle, avec son je pense corps. que même en ayant la musique dans les oreilles, quand je me fais une séance où je me fais mal, en fait, c'est comme si j'avais pas de musique, je l'entends même pas, en fait. T'entends pas la musique, voilà. Et ben là, voilà, donc t'atteins le stade supérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, après, il m'avait dit, non, mais maintenant, tu peux mettre ta musique. Je comprends pas, tu m'as dit de pas la mettre. Oui, mais maintenant, tu sais faire sans. Tu sais faire sans. Quand tu l'auras, t'es capable de pouvoir couper ton canal auditif et être connecté sur ta sensation, même si tu as des inductions sensorielles qui sont là, quoi. Et c'est là la force, en fait. Et, moi, je sais pas toi, mais est-ce que tu as des choses qui te perturbent justement d'un point de vue visuel, auditif, olfactif, quand tu es dans, je sais pas, soit dans la vie de tous les jours, même dans ton sport, des choses qui te désaxent de ta performance, de ta concentration, parce que tu es perturbé par des sens, des choses qui t'agitent, quoi. Ça peut être une voiture qui me frôle. Ça. Malheureusement, ça arrive.
Ça peut être des petites choses comme ça. Après, sur la piste, normalement, je suis pas trop dérangé. À la Saint-Claude, je suis tranquille. Quand je fais du tapis, pareil, je suis tranquille. Non, après, le reste du temps, je suis relativement tranquille vis-à-vis de ça. Ouais, d'accord. T'as pas des odeurs qui te dérangent, par exemple? Non. Non. T'as pas des sons, des sons sur lesquels c'est pas agréable d'entendre certains sons dans la vie de tous les jours? Non, moi ça va. D'accord. Donc je dis ça parce que je supporte pas le bruit, moi, les bruits forts et tout. C'est pour ça que je suis venu dans le Jura, hein. Le soir, tu t'endors. Ah bah de toute façon moi ici y a pas un bruit, hein. Le seul truc qu'on entend à la rigueur de temps en temps c'est les avions au départ de Genève, parce qu'à vol d'oiseau je suis pas très loin de Genève. Oui. Moi je les ai pas, ça. Mais voilà, non, le reste du temps y a pas un bruit ici. Ah merde, je voulais venir ici, bah je viendrai plus du coup. Non, ça va, il y en a pas tant que ça. Non, c'est bon, ouais. Non, moi j'ai pas la ligne qui passe où je suis, c'est dingue quoi. Tu parlais des étoiles le soir, c'est absolument magnifique. Le son, il y a pas un bruit. Ouais. Pour ça, moi je suis venu là. Le son, et je suis hyper sensible à ça. Et la sensibilité des fois peut altérer la performance. Donc bon, si tu n'es pas sensible à ça, c'est que tu as déjà fait le job. Tu m'as dit que tu t'étais mis au triathlon à 18 ans. Ouais, peut-être même un peu avant. J'ai commencé la natation à 11 ans. Ah, t'es nageur à la base? Ouais, je suis nageur, je faisais de la brasse. Donc rien à voir. Ah ouais? Ouais. Et après, je me suis mis au triathlon, on va dire fin collège, donc je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Et mais à cette époque-là, c'était en mode cool avec un groupe d'amis. Je m'entraînais peut-être 3 fois par semaine, donc une fois dans chaque discipline à peine. Ça suffit quand même à faire des petites perfs déjà, 3 fois par semaine. À l'époque, oui, ça permettait en cadet là, de faire des petits triathlons, de faire des podiums en triathlon en cadet. Ouais. Et à l'époque, c'était pas encore très connu autant que ça l'est maintenant, le triathlon. Ouais, c'est vrai. C'était pas, même à l'époque, je crois, dès 10 ans, j'avais voulu en faire et il y avait pas de section jeune dans mon club. Ça existait que pour les adultes. Ouais. Et c'est venu bien après. Et voilà, moi je me suis mis comme ça progressivement avec un groupe d'amis. De fil en aiguille, j'en ai fait un petit peu plus. Et dès fin cadet, il me semble, donc quand j'étais au lycée, vu que je nageais pas trop mal, en fait mon club était en 2e division à l'époque, et on m'a proposé de remplacer un gars qui pouvait pas être dans l'équipe. Ouais. Et voilà, à cette époque-là, j'ai dû faire 10e en partant de la fin sur une 2e division. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis entraîné de plus en plus en me disant allez, si je dois refaire une 2e division, je vais essayer de progresser, de me fixer des meilleures places, des meilleurs objectifs. Ouais. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Après les études, bah voilà, un groupe d'amis, un groupe d'étudiants, on se fait des séances pistes, on se fait des séances vélo, de fil en aiguille, on s'entraîne un peu plus. Et voilà, les places arrivent, je commence à faire des top 30, top 20. Et après, je me dis, tiens, on va essayer de longue distance. Et puis bah, voilà, longue distance, il me semble 2014, je fais 4e, juste derrière Silviano, en 2014. Sur quoi? En longue distance. Sur quel Le championnat de France. Ah, championnat de France, d'accord, en 2014, ouais. Ouais, il me semble que c'est ça, 2014, je fais 4e derrière Silviano. D'accord. Alors que je l'avais doublé, il m'a redoublé à la fin. À l'époque, il n'y avait pas de gel mortine, il n'y avait pas tout ça, et les hypoglycémies arrivaient très vite. Donc voilà, mais après, ça m'a donné envie de faire du longue distance, sachant que j'étais quand même fort à vélo, et le fait d'être fort à vélo, quand tu es sur D1 ou D2, en 1re division, 2e division, c'est pas très utile. Ouais. Faut mieux, ouais. C'est plus sur la course à pied que ça se joue. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, qu'est-ce que en 2014, tu vois ces perfs, mais tu te mets à travailler plus ta course à pied, ta foulée, ta vitesse, ta VMA, etc. Pas spécialement. J'essaie d'être toujours dans la continuité, de travailler les 3 disciplines. Après, là, à cette époque-là, j'essaie de jongler entre ma vie pro, enfin la fin des années étudiants et le début de la vie professionnelle. Tu faisais quoi d'ailleurs? Alors j'ai commencé, j'ai monté une salle de remise en forme aquatique. Donc je donnais des cours d'aquabike, aquagym. Parce que tu faisais quoi comme étude stat? Non, tu t'as fait quoi? J'ai fait un diplôme de commerce et après dans le marketing, un master dans le marketing. D'accord, rien à voir. Ouais, rien à voir. Okay. Mais après mon master marketing, du coup j'ai passé mon diplôme d'état, mon brevet pour être maître nageur. D'accord, ok. Ouais. Et t'as ouvert ta salle? Ouais, j'ai ouvert ma salle après. D'accord. C'est-à-dire, gros investissement? C'était une franchise, donc c'était pas très, très gros, mais voilà, j'ai ouvert un centre de remise en forme qui était sur Pau à l'époque. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas très bien marché, donc
quand professionnellement ça marche pas très bien, dans le sport, c'était pas encore ça. C'était pas. J'ai eu du mal à me rentrer dedans sportivement quand professionnellement ça va pas. Ouais. J'ai dû arrêter du coup arrêter cette salle et retourner vivre à La Rochelle. Ouais. Donc voilà, j'ai eu 2 années où je suis retourné vivre à La Rochelle après en tant que commercial, avant de faire mon projet pour venir vivre dans le Jura. Ok. T'as tiré quel enseignement justement de cette période-là où quand on est entrepreneur, qu'on investit, alors on le dit, mais c'est bien de le dire, mais c'est difficile à vivre, l'échec. Oui, mais il faut avoir des échecs dans l'entrepreneuriat pour réussir. T'es bien gentil, Coco, quand tu laisses des plumes. C'est pas si simple que ça, quoi. Faut réussir à passer outre, à rebondir. En fait, c'est pas vivre dans le passé, en fait. Voilà, principalement essayer de rebondir. D'utiliser le maximum de connexions possibles pour et de ton background pour trouver de quoi te refaire. Ouais. Et tu t'es dit suite à cette expérience, d'ailleurs que ce soit dans ta vie en général et même pour le sport, c'est quoi ton enseignement? Je veux plus ça et dois faire ça comment? Enfin, c'est quoi un peu? Ouais, c'est un peu comme Mandela, je pense qu'il disait ça. C'est quand on tombe, faut. Soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est ça, tu perds pas, tu apprends. Ça, quoi, et puis surtout. On mesure pas la qualité d'un homme au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. Donc, la résilience. Toujours se relever. D'accord. Et se relever avec pas l'envie de réinvestir ou plus être dans le fitness, dans quoi Non, du coup j'ai réinvesti dans les gîtes là depuis 3 ans, mais entre temps j'ai une connaissance qui m'a aidé. J'ai été commercial pour une boîte dans l'imprimerie. Pendant 2 ans sur La Rochelle, qui m'a bien aidé, m'a permis de me reposer un petit peu. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, de remobiliser sur le sport. Voilà, non, je bossais et je faisais du sport le soir, du coup, mais à plus faible intensité, à plus faible dose pendant ces 2 années-là, avant de pouvoir redéménager dans le Jura. Ouais. Et d'accord, mais ça t'a pas empêché de faire Dijon ta perf, quoi. Ouais, c'était juste avant ça. C'était juste avant. D'accord, ok. Eh ben oui, pas simple la vie d'un triathlète entrepreneur. Hein. Non. On voit des hauts et des bas, mais comme tout le monde. Ouais, mais bon, à 33 ans, comme tu dis, t'as un background qui est aujourd'hui, t'as ton meilleur diplôme entre guillemets pour la suite, quoi. Et avec un enfant de 2 ans et demi, d'autres projets d'ailleurs. Tiens, tu t'es plutôt du genre à te projeter ou plutôt vivre le moment comme ça vient? Je me projette, mais je me projette pas à 10 ans, 5 ans. Je veux dire, je me projette peut-être une année sur l'autre. Ouais, d'accord. Et 2025 alors 2025, alors licence pro Ironman à l'année. Ouais. C'est l'objectif, mon club qui m'aide un petit peu, donc je suis toujours licencié au club de La Rochelle. Ouais, c'est pas compliqué malgré tout d'être à distance Un petit peu, ouais. Après, on se rejoint sur les courses de temps en temps. Et moi, il m'aide au niveau des déplacements, au niveau de certains aspects financiers, au niveau de l'habillement aussi. Donc voilà, moi j'ai commencé à La Rochelle, j'ai toujours été à La Rochelle. Fidèle. Et donc quoi d'autre encore 2025? Alors depuis cette année 2024, je suis aussi guide sur Coupe du Monde en paratriathlon avec Maxime Gaillet, donc qui est un athlète malvoyant et qui vient de rentrer sur les listes là pour l'année 2025. Donc moi aussi je vais rentrer sur les listes mystérielles. Bon, je rentre un peu tard à 33 ans. Mais voilà, c'est un petit plus, on va dire. Écoute, Cyril, il est rentré, enfin, il était déjà dans les listes, peut-être, je sais même pas d'ailleurs. En tout cas, il était aidé par le club de Beauvais, mais c'est en étant finalement, comme tu vas être guide accompagnateur, avec Thibaut, Thibaut Rigaudot. Voilà, Rigaudot. On en parlait tout à l'heure et salut Thibaut au passage d'ailleurs. Et puis voilà, c'est cette super médaille là qu'ils ont eu à Paris, quoi. Ouais. Ça te fait, tu dis, c'était magnifique, t'as vu? Ouais, bien sûr, j'ai suivi ça. Ouais. Et quand tu dis 2025, tu peux pas t'empêcher d'avoir des plans plus que 2025 avec Maxime, justement. Oui, avec Maxime, il est jeune, j'aime à croire qu'il va bien progresser et qu'on va progresser ensemble d'ailleurs, pour essayer de porter les couleurs à Los Angeles en 2028, on verra bien. 28. Et Cyril, il a quel âge là? Cyril, non, je sais pas, 42. 41-42. Ah bah, formidable. Ouais. Et tu pourrais même faire plus que 2028 visiblement.
On verra, ouais. Déjà, Ouais. déjà dans 4 ans, on verra où on en est. Ouais. Bon, et puis alors, 2025, comme tu disais, donc là, dans les listes ministérielles, avec aux côtés de Maxime, C'est ça. vous participez à combien d'épreuves, a priori, là, sur le calendrier? Au moins, alors en début d'année, au moins 3 mois minimum. Il y aura des Coupes du Monde en Italie. Il y aura toujours Besançon, qui est la seule étape de Coupe du Monde en France, il me semble. Et voilà, une ou deux autres en Espagne, Portugal aussi, je pense. C'est bien pour l'empreinte carbone. Ah, là-dessus, oui, non, on n'est pas Pas aller trop irréprochable. loin. Non, mais c'est vrai, on dit souvent, tu sais, moi j'oscille entre le trail et les triathlons, et les trailers, c'est un sujet, tu vois, qui revient un petit peu parce que un sport écolo, mais pas tant parce que les déplacements, les machins. Mais les trailers, et à juste titre, ils disent, qu'on arrête de nous taper dessus parce que les triathlètes, quand ils vont faire le circuit, tu vois, les sur les élites, hein, voilà, merci. Et voilà, on leur dit rien, eux. Donc là, toi, c'est bien pour le coup, tu vas pas trop loin. Non, ouais, pour le moment, on va plus en Europe. Déjà, d'un point de vue financier, c'est plus accessible. Ouais. Plutôt que d'aller faire des courses au Japon ou en Australie. Mais c'est quand même pas mal à la fois aller, malgré tout, quoi. Si tu veux être confronté aux meilleurs mondiaux, faut aller quand même sur ces circuits-là, quoi. Oui, là, on est obligé, bien sûr. Ouais. Et oui, donc c'est le modèle économique qui veut ça, donc on vous excuse, pour évidemment. Marquer des points pour la Fédé, on est obligé. Et on est bien content quand à la fin il y a des athlètes français qui ramènent des médailles, etc. Donc il faut avoir conscience aussi que voilà, tout ne se fait pas en France, tout se fait pas en Europe, il faut aller un petit peu au-delà des frontières par moment. Bien, pas bien, chacun est est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. T'as d'autres défis ou challenges 2025? Bon, là, comme on disait, la LGO, là, dans un mois, qui arrive très vite, le camp d'Odyssée, avec mes chiens. Mais après, mis à part ça, voilà, essayer de faire moins de 30 au 10 bornes, des petits projets comme ça, un petit peu à côté. Ouais, donc ça cavale quand même. Tout seul ou avec le chien? Non, tout seul. Est-ce que tu sais quoi le chrono aujourd'hui? 30-30, mon record. Ah ouais, non, mais attends, tu disais que tu courais pas. Oui, je cours pas. Oui, non, par rapport au niveau actuel maintenant. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Non, mais quand tu étais les trailers bien connus qui font des beaux chronos sur des marathons, des semi ou des 10, regardez les triathlètes aussi quand même. Quand tu fais pas 30 sur à 10 km aujourd'hui, t'es pas dans... Ah ouais, non. C'est dingue, quoi. C'est fou. Ouais, non, ça cavale. Non, il y a ça, j'ai un record à 2,28 au marathon aussi, mais j'avais un peu explosé, donc je vais essayer de faire moins de 2,25 cette année. Ah, là c'est bien. Là, effectivement, il y a Johan Stuck qui s'est fait un 2h20 à Valencia, je crois. Donc, non, c'est bien. Là, sur le marathon, on est marre. Mais par contre, il faut courir vite, quoi. Sur le triathlon, ça courir vite aussi, quoi. Ça se gagne en course à pied, donc on est obligé de courir vite. Et ouais, ça se gagne en course à pied. Donc, c'est pour ça le draft. Après, c'était choix aussi, un drafting ou pas drafting. Et si on revient sur le tri, toi, perso, t'as un objectif l'année prochaine. T'as parlé des half sur le Ouais, alors, du coup, vu que je vais courir en professionnel sur le circuit 70.3, j'aimerais bien éventuellement voir si je peux me qualifier pour les championnats du monde. Ouais. Qui auront lieu? J'ai pas la date exacte, mais il me semble que c'est Marbella. Ah oui, d'accord. Pour 2025? Ouais. D'accord, ok. Marbella. Et puis les chiens, tu vas refaire aussi les compètes. Enfin, tu as parlé de la grande Odyssée, mais après, j'ai les championnats de France qui sont le premier week-end de mars. Ouais. Donc moi, ça me permet de faire un travail de vitesse. Là, je vais me faire un petit travail de vitesse sur janvier-février pour le canicross, et puis avant de renclencher après sur du gros volume à partir de mars. Ok. Et du coup, si on parle de calendrier sur une année, l'année qui va venir, c'est quoi un peu tes temps en termes d'entraînement, si on prend le premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième, ou même au mois pour si on fait un peu plus fin, mais c'est quoi les grandes étapes pour toi alors on a le calendrier sportif en termes de compète, c'est ce qui guide, j'imagine. Oui, c'est ça guide un peu le tout. Là, en ce moment, on va dire que je suis à 15-20 heures d'entraînement, quand on reste encore dans la période hivernale, donc jusqu'à fin mars. Je vais essayer donc en ce moment je nage que 2 fois par semaine, je vais essayer de passer à 3 fois par semaine à partir du mois de mars, et de faire plus de sorties vélo, et du coup là je passerai entre 20 et 25 heures d'entraînement. Et peut-être l'été, je suis plus entre 25 et 30 en été. D'accord, ouais. Et après, on verra selon déjà les partenaires qui veulent me suivre pour débloquer les aspects financiers pour les déplacements. Et puis après, selon aussi les résultats, tout simplement. Selon les résultats, sachant que je vais essayer de faire l'Ironman suisse qui sera au mois d'août. Ah, donc il y a aussi un IM. Ouais, voilà, aussi un Ironman en Suisse au mois d'août. Lequel?
C'est Son. Son, Thun, c'est l'Ironman en Suisse. D'accord. Qui est pas très loin de chez moi, donc c'est pour ça. Il y a un petit peu de dénivelé, donc faut être comme assez costaud à vélo. Donc le parcours colle bien. Bah alors moi je suis quand même un athlète assez puissant parce que j'ai un gros gabarit, mais je vais essayer cette année, c'est prévu de faire un gros travail de nutrition justement pour essayer de perdre du poids, pour être plus performant et avoir un meilleur rapport poids-puissance en côte. Tu disais au mois d'août. Au mois d'août. T'as tes IM. T'as bon là on va faire dans l'ordre. Tiens, t'as la grande traversée, j'allais dire du Jura, la grande Odyssée. La grande Odyssée. La grande Odyssée. T'as les championnats de France Canicross, t'as des 70-3, t'as ton IM. Tu dis de faire un 10 km. Ouais. Tu penses quand ça? Y a Villeurbanne qui est mi-mars. Ah, mi-mars. Ah oui, donc ça correspond bien avec la période Canicross. Juste après le Canicross. Ouais. D'accord. Villeurbanne. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bah, de toute façon, pour faire un chrono maintenant sur 10 km, il faut de la densité, il faut un parcours relativement plat et rapide. Il est connu là-bas. Et Villeurbanne, il est connu, c'est un peu comme Houille. Voilà, c'est rapide. À la corrida, d'accord. Là, t'as 10 km de Villeurbanne, ok. Donc là, objectif, on se le dit 30? Bah ouais, moins de 30. Non, 30. 30. Allez, il faut le visualiser celui-là. Et tu parlais d'un marathon, non? Ouais, marathon. Cette année, si c'est cette année, ce sera fin d'année. Ouais, d'accord. Okay. Mais après, tout dépendra de la saison de triathlon, des résultats que je ferai en triathlon. Mais ça peut être Valence, comme ça peut être La Rochelle, parce que moi, j'ai ma famille qui habite à La Rochelle encore. Ouais. Voilà, après à voir. Hein. Ouais, d'accord. Tu t'adapteras au mi-parcours pour voir un petit peu comment ça se passe, physiquement, physiologiquement et financièrement. Si et financièrement, sachant que j'aurai aussi potentiellement le championnat du monde Canicross, Cani-VTT qui sont en République tchèque aussi fin octobre. Donc oui, ma saison a très peu de trous, on va dire. Ouais, non mais c'est bien qu'on le fasse l'exercice tous les deux. Alors je suis pas ton coach, hein. T'as un coach d'ailleurs? Non, alors pas plus depuis cette année. Avant, j'avais un coach l'année dernière. Ouais. Mais j'ai choisi de me coacher moi-même à partir de cette année. Ok, super. Écoute, je suis content de pouvoir faire le travail avec toi du coup. Non, je l'ai déjà fait. Mais travail de cohérence, de planification et puis de mettre l'entraînement en adéquation. Championnat du monde Canicross en Tchéquie. Ouais, République tchèque. Et ce serait donc fin octobre, c'est ça? Ouais. Canicross. Et tu disais qu'il y avait d'autres choses qui se greffaient là-dessus? Non. Enfin, t'as plusieurs compétitions. En fait, c'est soit je fais ça, le championnat du monde Canicross, soit je fais une prépa marathon. Je sais que je peux. Là, tu pourrais pas concilier les deux, non. Non, entre les entraînements à 21 km/h ou les entraînements à 18, c'est pas pareil. Ouais, c'est trop proche. Ok. Tu te fais pas comment ça s'appelle, la grande justement la transju, voilà, la tranche, chercher le terme, la transju, non, tu fais pas des trucs comme ça? Alors l'ultra trail, j'ai testé cette année avec la Saint-Élion. C'était mon premier longue distance de plus de 42 bornes du coup, première fois que je fais plus de 42 bornes à pied. Alors comment ça s'est passé? C'était une très bonne expérience. Bonne expérience. Je suis parti en binôme avec un ami qui a fait malheureusement que 30 bornes avec moi parce qu'après il s'est vite fait très mal au genou et il n'arrivait plus à courir. Donc après, à partir du 30e kilomètre, moi qui étais en mode tranquille avec mon ami, je me suis dit allez, maintenant je suis tout seul, je vais voir ce que je vaux, en gros. Là, j'ai doublé 300 personnes. Ah oui. À partir du 30e jusqu'au 60e, j'ai doublé 250-300 personnes. Ouais. Et là, après, à partir du 60e kilomètre, j'avais plus de jus, plus rien. Ah, ça, c'est pas ton chien, toi, ça? Non, c'est pas mon chien. Parce que si tes chiens, ils font ce bruit-là, c'est aboiement, là, ce bruit-là, c'est aboiement. Mais du coup, pour la Saint-Élion, à partir du 60e kilomètre, en fait, j'ai senti le manque de volume. Bonjour. Eh ben, tu as dit son prénom tout à l'heure? Là, c'est ma femme Julie. C'est Julie. Julie? Ah non, c'était Julia, c'est la famille d'Antonin. Bref. Et donc, c'est enchanté, Julie. Ah non, mais attends, je suis pas chez moi, je suis chez vous. Avec les chiens, la famille et tout. Le monde qui rentre. Et puis, ça va être l'heure en même temps. Il y a 1h30 d'échange tous les deux. C'était dit, on arrive sur à la fin. Alors, on était sur la Saint-Élion et tu remontes. Là, tu fais la remontada à la Ludo Pomeray. Ouais, je fais une petite remontée, mais au final, voilà, le manque d'entraînement spécifique, parce que mine de rien, faire un 80 bornes de nuit. Sans entraînement spécifique, sans volume, moi mes sorties c'est 10-15 bornes, là ça change. Donc non, si c'était à refaire, il faut vraiment faire une prépa pareil spécifique, etc. Et
avec le canicross, avec le triathlon, je peux pas me permettre de faire des prépas ultra trail comme ça. Ouais. T'as apprécié quand même. Après j'ai apprécié, ouais. C'était pas très technique, sachant que moi je suis pas très bon descendeur en trail. Ouais. C'était pile ce qu'il fallait pour moi. Ouais. Je pense que pour un triathlète qui fait de longue distance, c'est une bonne expérience à faire. Ouais. Et alors, au final, même si, oui, on a compris que les 30 premiers, tu étais dans le plaisir, mais... Ouais, bah du coup, les 30 premiers, j'étais vraiment derrière. Bon, après, on est parti, je crois, vers la 500e place. En plus, ouais, c'était le SAS-Perf, et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans le SAS-Perf qui sont même pas capables de courir à plus de 12 à l'heure. Tu fais, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez là? Et au final, bah voilà, même en partant 500e, on remonte. Moi, du coup, je double encore plus après derrière le 30e kilomètre. Mais il me semble que je fais 93e. Je fais un top 100, sachant que j'avais pas préparé la course, ça m'allait très bien. Donc je fais 7h50, 7h55, il me semble. 7h55, ouais, ça me fait un petit peu plus de 10 de moyenne. Ouais. Et si dans ton calendrier, là, tu fais, allez, on oublie le marathon, et puis tu as envie de te faire plaisir l'année prochaine, tu rentres par exemple, sur une Saint-Élion, tu dirais, tiens, j'ai envie de me faire vraiment plaisir, mais plaisir en mode compétition. Ouais, c'est ça. Bah, à ce moment-là, je préparerais plus en amont et je ferais régulièrement des sorties de 3-4 heures. Je pense que ça, pour préparer une course de 80 bornes, il faut faire des 3-4 heures. C'est obligatoire. Et tu irais avec quelques petites pas prétentions, mais en tout cas tu dirais tiens, je me ferai un top quoi? Oh bah je pense qu'avec de la prépa je fais un top 50 sans souci. Oui, en étant modeste. Oui, bah après ça reste de l'ultra trail, tout peut arriver selon les conditions, selon la boue, voilà. Je préfère rester prudent. Oui, bien sûr. Non, ok. En tout cas, tu as pris du plaisir. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour justement cette expérience-là? Tu dis, tiens, j'ai appris quelque chose. C'est quoi l'enseignement? Ne pas vouloir être compétitif si on n'est pas prêt. Là, à la Saint-Élion, j'ai voulu être compétitif à partir du 30e parce que je me suis retrouvé tout seul. Et au final, bah, je l'ai payé cash à partir du 30e. C'est censé être les 20 derniers kilomètres sont censés être les plus rapides. Et en fait, c'est limite là où j'étais le plus lent. Donc non, faut quand on veut être performant et faire un chrono pour une compétition X ou Y, il faut s'en donner les moyens, il faut se préparer. Faut pas se dire qu'en claquant des doigts ça va se produire. C'est une prépa spécifique. Et puis en plus, maintenant, comme tu dis, comme dans le triathlon comme dans le trail, et sur toutes les épreuves aujourd'hui, les niveaux montent. Il y a une densité qui est en train de se créer. Dans le trail maintenant, c'est les marques de chaussures qui mettent de l'argent, qui tirent des jeunes vers le haut. Voilà, quand t'as un salaire pour aller t'entraîner, pour aller courir tous les jours, bah ça fait progresser, parce que avant il y avait aucune marque qui donnait un salaire à un mec pour aller courir tous les jours. Et toi, t'as pas de marque qui te... Non, j'ai rien. Rien du tout. T'as vraiment pas une marque qui t'aide pour une entreprise? Rien du tout. Non. Bah, j'espère que les entrepreneurs qui écoutent ce podcast se disent mais c'est qui ce Valentin qu'on n'avait pas dans notre scope, mais il est sympa, en plus il a une belle histoire, il véhicule de belles valeurs, en plus la polyvalence, et puis j'ai mon chien à la maison en plus, moi j'aime bien les chiens, j'aimerais bien venir te voir et t'aider, te soutenir. Donc si on veut venir te voir, on a l'adresse du gîte, donc refuge sous la joue, Grandgîte.jura.com, avec des tirets entre les mots. On te suit sur sur Instagram. Valentin Rouvier. Alors pareil, ça c'est pareil, sur Instagram aujourd'hui t'existes pas, parce que c'est comme dans la course, dans tous les sports, si tu te professionnalises pas, on ne voit pas. Donc quand tu fais ça en tant qu'amateur, le digital, j'imagine que tu es dans le pur amateurisme. Oui, c'est ça, même au contraire, j'y vais très peu sur Instagram, c'est plus ma femme qui gère mon compte. C'est ta femme qui gère, c'est Julie donc qui gère ton compte, écoute, c'est bien. Merci à elle d'ailleurs. Et mais merci Julie. Et puis comme disait d'ailleurs l'agent de François Den, salut d'ailleurs David, il dit mais tout le monde ne peut pas se payer un agent évidemment, mais par contre qu'on s'appuyait sur un pote, un ami, son conjoint, et pour que cette personne puisse relayer avec un regard extérieur ce que nous on sait pas faire de l'intérieur, parce que c'est difficile de parler de soi, de communiquer sur soi. Alors bon, malgré tout, tu as trouvé une belle alternative, tu fais du drone et on a des belles vidéos. J'essaye. Ça met en valeur le Jura. C'est très récent, mais oui. Mais il faut bien commencer. et puis dans le Jura, il y a quelques photographes aussi, un peu de vidéo, des gars qui font de la vidéo qui savent même pas qu'il y avait un triathlète comme toi dans le coin. Non, en plus j'habite, normalement c'est Xavier Thévenard qui est très connu, qui est juste à côté. Mais
que je vais pas tarder à aller voir d'ailleurs, mais mais qui lui qui est pas non plus un fondamentaliste de la communication. Traduisez le terme que je viens d'employer, enfin c'est pas le dernier mais l'avant-dernier. Mais voilà, on n'a pas tous envie de communiquer aussi, mais pour autant, les gens réclament aussi un petit peu d'image, un peu de storytelling. Donc, donc s'il y a des personnes qui ont envie de mettre en lumière ou de storyteller un petit peu ce que tu fais, on t'interdit pas, quoi. Non, bien sûr. D'accord. Moi, c'est pas mon métier, hein, mais s'il y a un photographe qui écoute ce podcast, j'en connais certains, mais tous ne sont pas en Haute-Savoie. Il y en a aussi qui sont dans le Jura. Vous avez quelques données et on peut te suivre comment, sinon, si on va interagir avec toi, même si t'es pas un fan aficionado du digital, ou si on veut échanger avec toi. Mais c'est ça, Instagram, Instagram, je réponds quand on m'envoie des messages. Sur Facebook aussi, n'hésitez pas à m'ajouter en ami, ceux qui veulent. Et voilà. Ok. Et moi je le ferai déjà, parce que tu vois, merci Damien une fois de plus de nous avoir connectés tous les deux. Mais oui, on n'y pense pas. Et puis aujourd'hui, c'est difficile d'exister entre guillemets, pas dans son écosystème. C'est une belle existence, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir cette existence-là, mais elle se mérite. On a bien compris que ça n'était pas venu comme ça du ciel. Ça, mine de rien, c'est quand même autant j'aime m'entraîner, mais autant des fois quand c'est du quotidien tous les jours. Des fois, on se force un peu, je suis bien obligé. Je pense aux objectifs, je me dis, allez, non. Autant le premier entraînement, t'es content d'y aller, mais le deuxième, des fois, tu te dis, oh non, tu restes très bien au chaud avec ta femme. Bah oui. Et ton fiston qui s'appelle comment? Charlie. Avec Charlie. T'es mignon. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, du genre, tiens, les gens alors qui t'aident, on a compris que tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup de choses ici en mode artisan, et c'est très bien, mais est-ce qu'il y a des gens des gens qui t'ont inspiré dans ta carrière, des gens qui t'ont soutenu, et plus globalement des questions que je t'ai pas posées? Moi, celui qui m'a inspiré, ça va être Lionel Roy, c'était mon coach qui m'a fait progresser, qui est coach à La Rochelle, du coup, maintenant. Qui a été très performant, lui en tant qu'amateur en groupe d'âge, même il a été plusieurs fois champion de France, même sur podium au championnat du monde en groupe d'âge. Donc lui, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a fait progresser. Je pense à Thibaut Masson aussi, qui est le coach moi de natation qui m'a fait découvrir le triathlon quand j'étais jeune et qui m'a mis au triathlon. Ça remonte maintenant, mais mine de rien, faut bien commencer un jour. Et aujourd'hui, dans le projecteur, que ce soit peu importe la discipline ou les compètes que tu fais, il y a des gens, tu te dis, si lui, je pouvais être à son niveau ou atteindre ce niveau-là, ou atteindre. Quand je dis le niveau, c'est pas juste le battre, mais c'est aussi de m'inspirer de ce qu'il fait, être au coude à coude avec lui, ce serait trop bien. Moi je pense à Mathis Margerier, que je connais pas très bien, mais je connais Julien Pousson, son coach, avec lequel on a couru sur plusieurs courses ensemble. Mais je pense au cercle de performance de Grenoble, c'est le centre d'entraînement de Julien Pousson, du coup, qui a su faire monter énormément de personnes à très haut niveau. D'accord. Ah oui, toute la team Grenoble. D'accord, c'est un peu le cercle des nageurs de Marseille. C'est ça, dans la natation. C'est un peu ça dans le triathlon. Dans le triathlon, t'as Grenoble. C'est le club en ce moment depuis un certain temps maintenant, qui monte bien. D'accord. Cercle, comment tu dis? Cercle Performance. Cercle Performance à Grenoble. Pourtant, j'imagine que... Il y a Dorian Collins, maintenant il y a Emma Lombardi qui s'entraîne là-bas aussi. Donc Mathis Margerier, dans le longue distance, c'est lui qui s'entraîne là-bas. Alors, Mathis comment? Margerier. Excuse-moi, Mathis. En gros, pour moi, il y a quelques Français très très bons en longue distance, donc Mathis Margerier, Sam Ledlow. Et là, récemment, Léo Bergère, mais plus lui qui est dans le court de distance, normalement. Et oui, parce que ça me fait, depuis l'année dernière, forcément fait parler de lui. Et puis il y a des sponsors qui aident. Et d'ailleurs, c'est vrai ça. Pourquoi les sponsors ils investissent? Alors d'ailleurs dans l'UTMB, on dit oui, de toute façon, si tu fais pas l'UTMB, t'es pas vu, ou si tu fais pas du 100 miles, c'est compliqué de trouver des sponsors. Et dans le triathlon, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Si tu fais pas de l'Ironman, en gros, c'est difficile d'être dans le scope des investisseurs, des sponsors. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, je pense qu'il faut faire des places sur 70.3 sur Ironman pour commencer à être connu. Faut avoir une belle communauté Insta. Voilà, c'est principalement ça, il me semble.
Ouais, t'as Romain Guillaume aussi qui est du Jura, qui a une génération. Je connais un petit peu, il est un peu plus vieux. Ouais, bah oui. Moi, il est entre toi et moi, quoi, voilà. T'as des gens de cette génération d'avant, t'as des personnes justement que t'as bien aimé croiser, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé. Moi, il y a Stéphane Bigné, avec lequel je m'étais beaucoup entraîné sur Poitiers. Simon Biot aussi, une époque, je suis allé chez lui en Australie. Ouais. Voilà, c'est des athlètes avec lesquels je me suis entraîné. Ouais. Principalement, ouais. C'est ce qui t'a permis de progresser aussi. Tu parlais de ton entraîneur, mais aussi à côté des athlètes qui... Ouais, c'est ça, qui pour m'accompagner. Après, moi, j'ai eu mon groupe de La Rochelle, avec lequel on était trois amis très soudés. Donc, c'est Vincent Migné et Thomas Rento, avec lequel on a fait énormément d'heures d'entraînement. On est parti en stage à l'étranger, et on était très soudés tous les trois ensemble. Et mine de rien, je pense que maintenant, pour progresser, le niveau est tel que il faut appartenir à un groupe pour progresser. Ouais. Quand t'as un moment de moins bien, bah, t'as ton pote qui va lui être mieux et qui va te tirer vers le haut, et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, c'est ce qui va permettre de progresser. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est les frères Ingebrigtsen dans l'athlétisme, les Norvégiens. Ouais. Les trois frères, ils sont monstrueux parce que les trois sont tirés vers le haut. Ouais. Et les deux Anglais là en triathlon. Pareil, les frères Brownlee, moi c'était mes idoles aussi à l'époque, en 2012 à Londres. Enfin, sur les JO de Londres en 2012, j'étais fou devant la télé en fait. Ah ouais. Ouais. C'était plus ces gars-là que sans dénigrer nos Français évidemment, mais flûte, nos Français en 2012, on avait Fred Belot peut-être. Fred Belot, il y avait Davidos, Laurent Vidal. Tu suivais plus les Anglais, pas. Bah c'est que les Anglais, je savais qu'ils étaient quand même un cran au-dessus à cette époque-là. Ouais. Moi, je courais en circuit de première division. Eux, ils étaient là aussi, ils couraient pour Sartrouville à l'époque. Et oui, Sartrouville, ouais. Donc, ça existe toujours, Sartrouville, la structure? Je pense que le club, il existe, mais ils ont plus il y a plus d'équipe de haut niveau. Ouais. Cédric Fleurton aussi, qui était là-bas. Ouais. C'est encore d'avant. Mais moi, je les croisais sur les circuits de première division, et après, tu les vois à la télé, au JO. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans, j'étais fan. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que les médias les mettaient bien en avant aussi, et puis leur community management, ou du moins les images, les vidéos, forcément, puis ça touche tout le monde quand tu vois les deux frères avec des images un peu spectaculaires. C'est pas toujours simple d'exister aujourd'hui quand on sait pas faire le digital. Alors bon, c'est un choix, et puis après faut les assumer aussi. Donc quand on n'est pas sur le digital, on fait comme toi, on fait d'autres choses à côté, et t'as l'air d'être heureux comme ça. Oui. Ouais. Et c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le Jura, un peu atypique. Moi, j'étais parti avec toi sur le jongleur. T'as pas de surnom, tu me disais. Non. Moi, quand je vois tout ce que tu fais, en tout cas, bravo pour toute l'énergie que tu dépenses à faire ce que t'es, avec la passion derrière aussi. Puis, écoute, 2025, on va essayer de te suivre. Ça va pas être simple, mais justement, si on te suit, toi, on va avoir plein de choses. On va avoir plein de paysages, on va avoir des. Je suis vraiment multidiscipline, donc. C'est chouette. Ouais. Ah ouais. Et j'espère que parmi tous ceux qui nous entendront et qui entendront peut-être, parce que le podcast il pourra s'entendre encore longtemps, ils se diront il y a un reportage à faire super sympa, un super docu à faire et tout, puis on voit pas tellement les images de canicross à la télé ou de canitrail. Non, je crois pas. C'est pas encore très médiatisé. Et pourtant c'est beau quoi. Enfin, c'est intense et en même temps c'est beau la relation. Et puis et puis la grande audition on voit peut-être moins maintenant qu'on le voyait fut un temps. La grande audition, c'est une des courses justement qui est la plus médiatisée dans le monde du chien. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une course que je voulais faire au moins une fois pour justement se montrer un petit peu et voir de quoi on est capable. Ouais. Allez, je termine sur une dernière question. La course que tu rêverais de gagner. Que je rêverais de gagner. En tant que triathlète longue distance, ça serait Hawaï, mais là l'année prochaine avec licence pro. Gagner Hawaï, c'est compliqué. Mais par contre, gagner Hawaï en groupe d'âge d'ici une dizaine d'années, quand j'arrêterai le haut niveau et que je serai performant, mais dans ma catégorie d'âge, oui, éventuellement. Ça reste encore le truc. Pour toi, en tout cas. C'est la course mythique, on va dire. Ouais, c'est le mythe, quoi. Ouais. Un Ambraman, ça te fait pas rêver? Moi, non, parce que moi, je suis pas vraiment un grimpeur et c'est plus Hawaï. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi, c'était l'Ambraman, mais bon. Merci encore Valentin et le meilleur pour toi en 2025. Merci à toi.